Eh bien, écoutez, on va faire comme d'habitude. Vous avez vu, quand j'ai énoncé les quelques pseudos que j'ai énoncés, là, il y avait Jocal qui était dans le chat. Arnaud, t'as commencé déjà. Oui, salut Arnaud. Ça va, j'ai vu que t'avais renoué avec les tables finales, Arnaud. Bravo, hein. GG encore une fois à toi. Tiens, Montoya aussi qui est là. Bon, eh ben, Jocal, tu sais ce qu'il te reste à faire? On y va tous ensemble avec Jocal dans le chat. On y va? Ouais. Il y a Crime aussi de la Nid Team qui est là. Ouais, super, génial. Bon, alors on y va. Le décompte traditionnel tous ensemble. C'est parti. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 80. C'est parti. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Calling Station. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien grindé. C'est la Calling Station numéro 80 qui démarre. Alors, vous savez que j'ai pour habitude, quand j'accueille mes invités, d'écrire un petit chapeau, une petite intro, un petit chapeau, une petite intro. Ça fera un bon titre, ça, de chanson. Mais exceptionnellement, je vais laisser quelqu'un d'autre le faire à ma place. Et en plus, ça va même pas être en français. Alors, on écoute. But here at the WSOP, he is now the star, winning the amounts to the Academy Award of Poker. What a performance! Please welcome from Paris, France, and also Las Vegas, Nevada, the fabulous Frenchman, Fabrice Soulier. Voilà, The Fabulous Frenchman, Mr. Fabrice Soulier. Bienvenue, Fabrice. Hey, salut, merci. Waouh, ça fait bizarre de réécouter ça. Eh, dis donc, ouais, ça fait bizarre. Qu'est-ce que ça te fait, justement, un an après, comme ça, là? C'est fort, en fait, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. Et là, je t'avoue que, ouais, ça fait un truc. Bon. Ça fait vraiment un truc. Alors, on se retrouve, c'était en fait, ce que tu viens de nous faire écouter, c'est le moment, la remise du bracelet, la cérémonie de remise du bracelet. Voilà. Et en fait, on est devant une salle avec 2500 personnes qui s'arrêtent de jouer et qui sont debout et qui écoutent ce que dit Jacques Eiffel, le directeur du tournoi des WSOP. Et donc, c'est super émouvant. Ouais. Voilà, ce fameux bracelet des WSOP, pour ceux, les trois qui ne seraient pas au courant aujourd'hui ou qui seraient totalement débutants au poker, hein, qui te découvriraient, ça peut arriver. Il y en a aussi ce soir. C'est tout l'intérêt de cette émission, de te faire découvrir cet extrait. C'est la fameuse remise du bracelet, parce que Fabrice est devenu champion du monde de horse, hein, je précise, à Las Vegas, donc l'année dernière. Et c'était le fameux Jacques Eiffel, qui est très connu dans le milieu du poker. Et est-ce que on peut parler de consécration pour toi à ce moment-là? Alors, je crois quand on gagne un event comme ça, c'est vrai que moi j'avais attendu toute ma vie et c'est l'un des plus beaux moments, voire le plus beau moment de ma carrière de joueur, c'est évident. Parce que c'est le rêve, on voit les World Series quand on est gamin, ouais, quand on n'a pas encore l'âge d'aller. Moi j'ai commencé le poker très tôt, donc j'entendais parler, non je sais même pas si j'ai entendu parler des World Series d'ailleurs, mais enfin quand j'étais en âge d'aller dans des clubs parisiens, j'allais dans les clubs parisiens, je voyais les World Series de très loin comme ça, c'était de l'autre côté de l'Atlantique et avec tous ces mecs, on savait même pas qui c'était à l'époque, des cowboys, des Texans, c'est ça, et puis voilà, et puis un jour on y est, et puis on se rend compte que c'est tellement difficile de gagner un bracelet, il faut faire plein de tournois, on refait, on perd, on est frustré, on n'y arrive pas, et le jour où ça arrive, c'est magnifique, quoi. Bon. Donc ouais. Ouais, une consécration, évidemment. Alors, j'ai une tonne de questions pour toi, Fabrice. On va en profiter d'ailleurs, puisqu'on est dans le sujet, pour poser celle en rapport avec ce fameux titre de champion du monde. Et ensuite, on abordera, j'espère, d'autres facettes de toi. Alors, je vais commencer direct, parce qu'il y en a pas mal, des questions des membres qui posent des questions, okay, qui posent des questions dans un thread spécialisé sur l'émission, et également dans le chat en ce moment. Donc, on démarre direct et on reste sur ce sujet.
On commence tout de suite avec Bren Watch. Salut Bren Watch. Alors il dit super cool Monsieur Soulier avec plein de points d'exclamation et de smiley. Alors a priori il est content que tu sois là. Tout d'abord, je te félicite pour ton parcours de joueur qui a toujours su rester humble dans la victoire comme dans la défaite. C'est vrai, la défaite, on pourra en parler aussi. Ouais, ça, c'est gentil de sa part, mais c'est ce qu'il dit. Hein. Je suis très mauvais perdant, moi. C'est un de mes gros défauts hein, dans ce jeu. D'accord. Bon, on pourra en parler. J'en parlerai. Ouais, c'est parce que c'est intéressant. On n'est pas toujours vainqueur. D'ailleurs, joueur de tournoi, on est bien plus souvent perdant que vainqueur. Hein. C'est connu d'ailleurs. Malheureusement, ouais. Alors bon, je continue. Je le cite. Hein. Moi, je prends pas parti, bien sûr. Hein. Je ne fais que relater ses écrits. Il dit, je pense que la question a dû t'être posée des dizaines de fois, mais je ne peux m'empêcher de te la poser. Et c'est la suivante. Pour avoir suivi ta carrière de joueur de poker, je sais que ce bracelet du Horst te tenait vraiment à cœur. À juste titre, car pour un grand nombre de champions, c'est un des plus prestigieux bracelets à gagner lors des WSOP, tant il faut être complet dans toutes les variantes. Alors, peux-tu nous faire partager la main qui t'a fait gagner ce tournoi et bien sûr, l'émotion qui a été la tienne à ce moment-là? Alors la main, je sais pas, on peut peut-être aller plus loin, peut-être une main charnière ou deux mains charnières, si tu t'en souviens d'ailleurs. Une main charnière, c'est une main contre l'un des adversaires les plus difficiles du moment et en fait qui était l'un des spots de cette demi-finale. Bizarrement, c'était Tom Dwan et j'ai vraiment énormément de respect pour ce joueur parce que je pense qu'en No Limit, c'est un très 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 grand joueur, bien meilleur que moi et bien meilleur que beaucoup de gens. C'est l'un des top, c'est un des très très grands joueurs comme tout le monde sait. Et mais au Horst, évidemment, c'est un joueur qui était très inexpérimenté et donc il m'a fait une énorme livraison en demi-finale. C'est le coup qui m'a remis sur pied. Je suis passé du short stack à l'un des stacks corrects. Donc ça fait une grosse différence, surtout aux limites. Il faut pas croire. Hein. Même dans ces gros tournois de limite, on n'a pas une centaine de blindes quand on joue devant nous. On a entre 15 et 30, 40 blindes. Voilà. Donc bon, il faut faire très attention à chacune des blindes et des bêtes, le gros bet, le petit bet et surtout les gros bêtes qu'on met au milieu. Et là, lui, il s'est embarqué dans un coup de rase, donc qui est quand même le jeu le plus facile à jouer. Et où il a essayé de squeezer un coup. On était trois. Il a engraissé le coup et moi j'ai vraiment fait attention à pas relancer parce que je voulais les garder tous les deux et j'avais un monstre. Voilà, donc je crois que j'avais un 6 ou un 7, 7-0 ou un 6, 4, enfin un jeu très très gros au rase, puisque c'est le nullo, hein, c'est le plus mauvais jeu, le rase. Donc voilà, et c'est ce coup qui m'a remis sur pied et qui m'a permis de revenir dans le match vraiment quoi. Alors Tom Dwan à l'époque en plus, souviens-toi, il y avait un gros bet, il avait fait tous les tournois quasiment parce que il y avait un gros bet avec toute la communauté poker, enfin les gros joueurs. Et son pari c'était de gagner un bracelet. Il a failli le faire parce qu'il a fini deuxième quand même du premier tournoi qu'il a fait, je crois, je sais plus lequel exactement. Je me souviens très bien, il a fait trembler toute la planète. Il y avait Matuzo, tu te souviens, t'étais là sûrement, il y avait Matuzo, il y avait tous les gros là qui étaient là, qui avaient dû jouer beaucoup d'argent là-dessus. Je sais pas si toi t'avais pris part à ce pari, mais non, pas du tout. J'ai pas pris du tout part à ce pari. Moi, je suis très mauvais en pari, en side bet en général, donc là, j'ai décidé un peu arrêter. Mais je me suis calmé. Bon, d'accord. Mais bon, apparemment, il y avait beaucoup d'argent en jeu. Hein. Les mecs tremblaient vraiment. Et donc c'est pour ça qu'il a joué tous les tournois aussi. Bon, c'est sûr que c'est reconnu par tout le monde comme l'un des meilleurs joueurs du monde en hold'em, ça c'est évident. Voilà, et là il a essayé de créer d'adopter une stratégie qui marche rarement en limite, c'est le bullying. Enfin, il a voulu nous sortir du coup en sur-relançant, 3 bétants, 4 bétants, en mettant un maximum de bêtes. Et moi je me suis léché les babines et c'était somptueux. Quoi. Bah là c'était bon, t'avais tout ce qu'il fallait pour suivre ses mises et aller au bout. Bon, bah c'est génial. Et bon, l'émotion qui était la tienne à ce moment-là, à la fin de sa question, bah tu en as un tout petit peu parlé au début. Évidemment, je sais pas, peut-être qu'elle est d'ailleurs très différente aujourd'hui que celle que tu as vécue juste la seconde après. Je ne sais pas. Elle est très lointaine, je dirais. C'est dommage d'ailleurs parce que là vous venez me la faire revivre un petit peu avec le son, parce que j'ai revu la vidéo 2-3 fois depuis pour la montrer à mes parents, des amis proches, etc. Mais c'est vrai que je regarde pas la vidéo de ma victoire tous les jours, surtout qu'il n'y a pas tant que ça de souvenirs. Finalement, il n'y a pas tant de vidéos que ça finalement.
j'en manque un peu, bizarrement. Il y a quelques petits bouts de vidéos, mais c'est vrai que c'est dommage parce que j'aurais aimé avoir plus de souvenirs. Alors donc, écoute, voilà. Fabrice, on est à la radio, je peux rien faire pour les images, mais je vais rester. Non, mais c'était super, ce petite bande son, ça m'a. Eh ben écoute, j'ai autre chose à te faire écouter à propos d'émotions justement. On va écouter, et ça va je pense, te réchauffer le cœur et te replonger un petit peu là-dedans. Moi, j'y ai assisté aussi, mais de loin, j'étais à Paris, on voyait les images. On va écouter le Chœur des Vierges du poker français qui célébrait ta victoire. Alors, j'ai essayé de pas me tromper de sample. Donc t'as pas gagné ton. Voilà, c'est pas celui-là, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, je l'ai maintenant. Soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Voilà, citoyens, attendez vos bataillons, marchons, marchons, que l'instant plus après le Sion. Voilà. Wow. Alors, je vais dire, Fabrice, en tant que chef d'orchestre, je les prendrais pas forcément pour faire un chœur, mais alors. J'allais dire, il vaut mieux qu'il continue à jouer au poker. Mais alors, le chœur y était vraiment. Le chœur y était, c'était formidable. Tu te souviens qui composait cette joyeuse chorale? Écoute, il y avait beaucoup de monde. Bah il y avait oui. beaucoup de monde. Il y avait, je voudrais pas me lancer. Non, dans, tu vas en oublier l'énumération quelques-uns, parce que mais je vais trop en ouais, oublier, ouais. Bon, mais il y avait on plein les voit de gens. sur les vidéos différentes. Voilà. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était aux alentours du 25 ou 26 juin. Ouais. La cérémonie, c'était le 25 ou 26 juin. Je me souviens plus. Ouais, mais c'est l'une de ces deux dates. Mm. Et donc, évidemment, il y a tous les gens, les qualifiés pour le main event qui sont là et toute la communauté des pros français ou Ouais. voilà. Enfin, donc, il y avait beaucoup de monde. Bon, voilà. Beaucoup de monde. Bon, ça, évidemment, il n'y a pas l'image, mais même avec le son simplement, et puis ça, bon, j'imagine, bon, sans déconner, entendre la Marseillaise à Vegas, Ouais, ça c'était doit dingue. être un énorme kiff quand c'est toi le fautif, quoi. Tu vois, Ah, c'était dingue, c'est un c'était dingue. truc. Mais écoute, bizarrement, voilà, c'est quand même moins le kiff quand c'est toi qui est sur scène tout seul. Moi, mon seul souci là, c'était de pas pleurer à chaudes larmes, quoi. Mais moi, perso, je pense. C'était vraiment le seul problème. Donc j'essaie de regarder dans le vague. Ouais. Ça se voit sur la vidéo. Ouais, je regardais ouais, loin ouais. comme ça, au fond de la salle, de penser à autre chose parce que je me disais si je me concentre, et si je chante avec eux, je vais chialer comme un gamin de 5 ans, quoi. Écoute, Donc ça m'est jamais arrivé, Fabrice, mais honnêtement, perso, je pense que j'aurais chialé, quoi, tu vois. Ouais, C'est terrible, quoi. C'est terrible. Bah, tu t'es retenu, sinon ouais, non, mais il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Tu te rends compte, c'est c'est une vie qui arrive à, bah ouais, qui arrive à une consécration énorme, quoi. Le Saint Graal que tu touches à un moment donné, en plus dans ce tournoi-là, quoi. Enfin, bon, bref. Ouais, et puis quand on sent tous ces gens-là, et puis effectivement avec Ouais. toutes les difficultés de la vie d'un joueur de poker, hein, je le répète souvent, moi, Ouais. c'est vrai que le poker c'est un jeu merveilleux, mais c'est un jeu quand on décide d'en faire une profession, une semi-profession, ou même moi si je me suis jamais considéré comme un vrai professionnel de poker parce que je fais trop de bêtises, je suis un joueur un peu fantasque, moi j'ai toujours gardé le côté fun dans le jeu, j'ai toujours aimé m'amuser, créer des coups, créer des histoires aux tables, enfin on en parlera peut-être plus tard parce que Bien je pense qu'il y sûr. aura des questions là-dessus. Bien sûr. Mais donc c'est vrai que mais c'est quand même une source de revenus très importante dans ma vie, voire la principale aujourd'hui, et donc oui, c'est quand on arrive à ça c'est un moment dingue, quoi. Ah, évidemment, on va aborder tout ça en détail après. Je vais rester encore sur les questions des membres, toujours sur les WSOP. Bon, c'est normal quand même qu'on rende hommage un an après. C'est bientôt un an, hein, là, ce sera le mois prochain. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Moi. Ouais, enfin dis donc. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite, ouais. Alors bon, C'est loin. une question de Kionix. Alors Kionix qui te dit grandes félicitations pour les WSOP qui sont l'aboutissement d'une carrière exceptionnelle. On vient d'en parler effectivement, constatation juste, mon cher Kionix. Je te salue au passage. Le horse étant acquis, que choisirais-tu entre un second titre de suite,
ou pas d'ailleurs, il dit dans ce même event et le bracelet du main event des WSOP. Plus globalement, quel titre te fait désormais rêver? Bah, il m'a laissé le main event des WSOP, c'est ça en choix? Ouais, quand même, ouais. Ah bah c'est clairement celui-là. Ouais, maintenant c'est sûr. Ah, ouais, bon, non, mais attends, Fabrice, quand même un doublé sur le même tournoi, je crois que ce serait pas mal. Hein, ça n'a pas été fait, il me semble. Ouais, je pense que alors parce qu'il faut voir ce titre de Horse, effectivement, il est assez prestigieux, surtout auprès des Américains, parce qu'en fait les Américains, il y a pas mal de gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont venus me voir après, qui m'ont dit, tu sais combien d'argent je donnerais pour avoir ce titre, ce bracelet. Au niveau du prestige. Alors là, à ce moment-là, je leur ai dit, bah si tu me donnes beaucoup, je te donne mon bracelet, hein, quand même. En rigolant, mais ils me disaient non, évidemment, c'est pas le bracelet que je veux, c'est le titre. Mais donc oui, ce titre est assez prestigieux là-bas, mais c'est vrai que le main event, c'est tellement le rêve absolu là, pour le coup. Mais le Horse, donc je sais pas, à choisir. Non, je pense que je prendrais le main event quand même. Bon, mais enfin un doublé, ça n'a jamais été fait sur ce Horse. Et moi je dis qu'il faut créer un précédent, Fabrice, allez au boulot, feignant quoi. Hein. D'accord. Tu peux faire les deux de toute façon. Hein. Je sais pas si tu vas aller à Vegas. Oui, c'est possible. En fonction par rapport aux dates, c'est possible. Oui. Bon, bah alors tu vois, là, déjà sur le papier, c'est possible. Alors tu vas pas nous embêter avec ça. Évidemment. Alors on va finir avec le Horse. T'as une variante d'ailleurs préférée à l'intérieur du Horse? Non, moi ce que j'aime justement c'est la mixité, hein, ces jeux qui aient l'alternance. C'est vrai que jouer qu'au No Limit Hold'em tout le temps. À force. Non, c'est bien de pouvoir changer et qu'il y ait des jeux justement un peu plus tiltants comme le Raz au milieu, ça rajoute un peu la part il y en a qui craquent complètement dans les tours de Raz, alors que c'est un jeu finalement très simple quand on veut le jouer bien, il suffit c'est pas compliqué, hein. C'est assez facile à lire, et pourtant il y a des gens qui craquent complètement comme Tom Dwan. Tom Dwan se salfiche en Raz quoi. Non, mais c'est pas du tout attention ce que j'ai voulu dire. Ouais, non, j'ai compris. Évidemment, on l'a bien compris, mais oui, il appliquait pas les règles rudimentaires de jouer serré, de bien jouer sur ces jeux pour pouvoir évoluer dans le tournoi. Donc il a monté beaucoup de jetons et puis il les a perdus aussi vite que s'il les avait montés. Ouais, il a espié un peu, ouais. Mais par contre, il y a quand même un mec qui a été étonnant, c'est quand même Elki, qui en stud, je crois qu'il avait jamais joué de sa vie quasiment. Enfin bon, il avait, je sais pas, t'en sais peut-être plus que moi. J'en ai parlé il y a 3 jours. J'étais à Monte-Carlo il y a 3 jours avec lui. On réévoquait ces bons moments justement où il me disait mais tu sais qu'on est les 2 seuls vrais champions du monde parce qu'on est 2 seuls à avoir un titre à 10 000, les championships, etc. Donc je dis oui, bon, ok, on pourra se vanter de ça dans quelques années, c'est sympa, pourquoi pas. Mais je lui dis mais tu te souviens quand même que c'est moi qui t'ai conseillé de jouer au stud. Ah ouais. Parce qu'en fait, Elki, c'est une machine à compter les cartes. On est d'accord, c'est un mec qui a une machine dans la tête, je sais pas, dans son corps, c'est l'homme qui valait 3 milliards, Elki, il est pas humain. Donc je lui ai dit, écoute, le stud, c'est vraiment le jeu pour toi, parce que il suffit d'être là, d'observer les mecs à table, de compter les cartes, de compter tes outs, enfin, voilà, et puis de compter toutes les cartes. Et le plus d'informations tu auras dans ta tête, et le mieux tu joueras au stud. C'est pas compliqué, finalement, le stud, c'est comme du No Limit Hold'em, on a 7 cartes, si ce n'est que les cartes sont pas communes, elles sont attribuées à chacun. Oui, mais il faut retenir toutes les vitrines, il faut avoir justement la tête d'Elki est parfaite pour ça, quoi. Et donc, effectivement, j'étais assez content de ma prédiction, puisqu'il a remporté le titre. C'était assez hallucinant. C'est hallucinant. Je pensais pas qu'il irait aussi loin, quand même, hein. Quand je lui ai dit ça devrait être un jeu pour toi, je pensais pas qu'il gagnerait. Je pense que personne ne pensait qu'il gagnerait. Mais bon, c'est Elki, quoi, hein, qu'est-ce que tu veux. Hein. Mais il y a un précédent, puisque je crois que c'est Johnny Bax, pour les férus d'internet, enfin, Johnny Bax, qui est quand même un des mecs sur internet qui a fait de gros résultats. Je crois qu'il a fait la même chose qu'Elki. C'était en 2005, son premier bracelet, son unique bracelet. Il l'a gagné en stud aussi. Alors qu'il n'avait jamais joué de sa vie. Ah ouais, voilà. Donc, comme quoi, le Hold'em, No Limit Hold'em est très formateur, même pour d'autres jeux. Et je dirais même plus, tous les jeux, et moi, c'est ce que je conseille souvent, hein, c'est que tous les jeux se nourrissent. Donc, en fait, quand on est bon dans un jeu, ou quand on a des petits moments, une mauvaise passe dans un jeu, moi, je conseille souvent aux gens, mais va voir d'autres jeux. Va jouer à des limites, va jouer à d'autres choses, va jouer au pot limit Omaha, va jouer au stud, parce que ça remet les choses en place. Des fois, ça remet une petite brique qui est sortie, en place, et ça permet de faire évoluer son jeu et de le faire progresser. Je trouve que c'est super intéressant et que les jeux se nourrissent entre eux et c'est bien de passer de l'un à l'autre, quoi. Alors que dire de plus que 100% d'accord avec toi, bien entendu, mais aussi ça me fait un peu rager parce que maintenant, moi qui suis toujours en France, je suis obligé de jouer sur le .fr et si je veux jouer à des mix games, il faut que je joue en Play Money, quoi, et ça devient nettement moins intéressant et malheureusement pour l'instant, il est question qu'on remette un peu d'autres variantes. Exactement. J'ai entendu. Alors je sais d'étudier ça apparemment. Ah ouais, c'est ça. Bon, alors je sais pas ce qu'ils vont mettre. J'espère qu'ils vont mettre du Horse en tout cas. J'espère qu'ils vont mettre du Hilo aussi.
Ok, bon, enfin, on verra. En tout cas, j'espère que ça va revenir. Il en est question, en tout cas. J'attends ça avec impatience. Et ouais, c'est formateur de toute façon, et c'est vraiment génial parce que c'est vrai. Au bout d'un moment, bon, le No Limit Hold'em, c'est vrai que c'est un jeu sympa. Hein, il y a rien à faire, mais il y a tellement de plaisir à jouer d'autres choses et à changer aussi, quoi. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, je pense que le No Limit Hold'em a encore de très beaux. Excuse-moi, je te finis la phrase. Je t'en prie. Le No Limit Hold'em a vraiment encore de très très beaux jours devant lui parce qu'en compétition, et pourtant moi j'adore l'Omaha par exemple, le PLO, mais en tournoi, le PLO est quand même un petit peu, quand on se retrouve à une table avec que des gens qui jouent bien de l'Omaha, ça devient un peu, wow. Bon, c'est un peu pénible. Bizarrement, pourtant j'adore l'Omaha. Mais c'est pas franchement un jeu qui est super adapté au tournoi. Le jeu le plus adapté au tournoi reste quand même le No Limit Hold'em. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas gagner des tournois et de faire des très beaux tournois. C'est pas ce que nous a dit Élie Payan. C'est un copain, et c'est un copain Élie, on s'aime beaucoup, et non mais je dis ça, je déconne parce que en plus, c'est un garçon tout à fait charmant, et non mais je disais ça parce que voilà, c'était juste pour faire un mot qui était pas très bon. Non mais après là où je vais le rejoindre, je sais ce qu'il vous a sûrement dit parce qu'on a discuté ensemble il y a pas longtemps, c'est que c'est vrai que on arrive à tuer un peu plus de la variance au PLO, bizarrement. Les gens pensent que le PLO, il y a beaucoup de chance, il y a énormément de machin. Et en fait, quand on joue assez deep dans un tournoi, on arrive à un peu casser ce concept de variance, c'est ce que j'allais dire. Phénomène de variance. À condition d'être deep, hein, c'est la condition. Voilà. À condition d'être deep, évidemment, et puis à condition de jouer contre des joueurs qui jouent moins bien. Ce que je veux dire, c'est quand on se retrouve à une table, bon, tu me diras, c'est sûrement pareil, on a Limit Hold'em, mais finalement, c'est à peu près pareil aussi. Mais oui, bon. Disons que oui, l'edge est plus grand au PLO. Pourquoi on dit que parce que les gens sont moins éduqués. Voilà, parce que les gens jouent moins bien de manière générale, c'est ça aussi. Mais le problème, la variance, elle existe. Pourquoi ? Parce que les équités sont toujours plus rapprochées qu'au No Limit Hold'em. Hein. Les 80-20, ça n'existe pas quasiment. Voilà, bon. Donc t'es toujours un peu devant, quoi, mais pas très loin. Souvent c'est du 60-40, 50-50, et forcément. Mais c'est vrai que l'edge est plus grand. Hein, quand il y a un edge. Parce qu'il est un peu plus inconnu, parce qu'il y a moins de bouquins stratégiques qui ont été écrits dessus. Sûrement. Le jeu a été moins étudié. C'est pour ça que moi j'aime jouer au Padouki, au Padoussi, c'est tous ces jeux-là, parce on patoche tous dans la même choucroute, quoi. C'est ça qui est intéressant, et que c'est celui qui va comprendre le plus vite les principes gagnants qui va le mieux s'en sortir, quoi. C'est ça qui est top. Bon, ouais. Eh ben, écoute, Fabrice, maintenant qu'on a évoqué et qu'on a célébré nous aussi à notre manière, un an après presque ta victoire, encore bravo. Merci. En tout cas pour ça fait du bien. Ça rebooste là avant les World Series, c'est parfait. Ouais, j'espère que ça va te donner un petit coup de fouet pour que tu ailles nous chercher ce deuxième bracelet. Ce que j'aimerais faire maintenant avec toi, si t'es ok, bien sûr, c'est retracer le chemin que t'as parcouru pour en arriver là, parce que t'es pas là depuis hier. Parce que j'imagine que la route a dû certainement être semée de quelques embûches. Ah oui. Ouais. Alors on va faire un bond en arrière si tu veux bien. Est-ce que ta première ligne Endon Mob, tu la connais? Non, de tête, non, je te dis non, je sais pas pourquoi je fais semblant de réfléchir, parce que pas du tout. Bon. Mais ça, c'était peut-être c'était pas un... Vas-y, tente-le pour voir, je te dis, j'ai la réponse. Il y a pas un 200 rebuy, un 200 francs rebuy de l'aviation, un truc comme ça, non? Trop fort, Fabrice. C'est exactement ça, un 200 rebuy à l'aviation Club de France, évidemment. Bon, là, de toute façon, c'était forcément, en France, c'était forcément à l'ACF, parce qu'il y avait que l'ACF, je pense, à l'époque. C'était en 2000. Et tu prends, 1500 francs, et t'es fini 7e. Et voilà. Voilà, c'est ta première ligne Endon Mob. Il y a sûrement eu d'autres choses avant, mais sur Endon Mob, il y a que ça qui était enregistré. Et ton premier gros cash, tu t'en souviens? Ça devait être 2001. C'est quand j'ai arrêté mon boulot avec un gars, une fille, en décembre 2000, et je crois que j'ai fait un gros cash en février 2001, Grand Prix de France, Grand Prix de Paris, qui devait être un 150 000 francs de l'époque, non? Alors, c'est presque ça. T'as presque bon. J'en avais fait 2 en une semaine. Ouais, 2 énormes en une semaine. Non, mais en 3 jours. Voilà, alors j'avais dû faire un 400 000 et un 150, non? Alors, là, c'était pas loin. Alors, ton premier, c'est les... Il y en avait un, c'était en No Limit Hold'em, et l'autre, c'était en PLO. Exact, juste. Ouais, ça, je m'en souviens. Impec. Voilà, mais... Le premier, c'est le No Limit Hold'em, et le deuxième, c'est le PLO. Alors, le No Limit Hold'em, c'était les IFOP en 2001. D'accord. Et le buy-in, c'était quand même 5 000 francs à l'époque.
D'accord. Et tu Ouais. prends 261 000 francs, ce qui est beaucoup d'argent pour l'époque. Hein. C'était énorme. C'est ce qui m'a permis de me dire à ce moment-là, j'arrête de bosser pendant un an, on verra vraiment. Ah. Parce que là, j'avais pas encore vraiment décidé. Ah bah Mais c'était en février, je crois. Voilà, un mois et demi après mon arrêt, je jouais en cash game, je gagnais pas. Je m'en sortais pas trop mal, ce qui m'a permis de payer un bail à 5000 quand même. Donc je vais pas trop mal m'en sortir déjà. Mais oui, c'est après ces 2 tournois que j'ai dit bon, je m'arrête un an, je vais voir comment ça se passe. Génial, c'était la question suivante. C'était, je voulais te demander justement si tu étais déjà pro ou pas. Tu y as répondu. Mais tu finis, alors pour finir quand même, tu finis 2e du PLO, toujours à 5000 encore, 3 jours plus tard. Donc tu as quand même enchaîné là une petite semaine sympa à la CF. Donc semaine de février qui t'a bien réussi. Donc le poker a commencé vraiment à ce moment-là. Il n'y avait pas Elki à l'époque et j'arrivais. Je crois que j'avais été premier joueur français en 2001. J'étais tranquille. Ah ouais. Ah ouais. Et j'ai fait une très grosse année en 2001. Ouais. Bah ouais. 261 000 sur le pélo, je sais pas combien t'as pris, mais ça devait être 180 000 ou un truc comme ça, ou 100 000 et plus de 100 000 en tout cas, en finissant 3e aussi. C'était beaucoup d'argent en une semaine quand même. C'est énorme. Puis bon, évidemment, c'était une autre époque, mais il devait y avoir du monde pour avoir des prize pools comme ça. Il y avait du monde, il y avait déjà du monde qui jouait. À l'époque, c'était à peu près l'équivalent des euros aujourd'hui. Hein. Quand j'y repense, moi, c'était une montagne d'argent, quoi. Ouais, c'est énorme. Je vois ce que ça fait. Donc là, alors oui, pour ceux qui le sauraient pas aussi, Fabrice, au départ, c'était un gars qui est dans l'image à la télé. Tu l'as cité, un gars, une fille, réalisateur à l'époque de un gars, une fille. Oui, c'est ça. Voilà. Il y avait beaucoup de réalisateurs. Vous étiez plusieurs d'ailleurs. On était une équipe de 4 ou 5. Ouais. 4 ou 5, voilà, réalisateurs. Alors tout le monde, je pense, connaît un gars, une fille, a vu ça. Et Fabrice, donc voilà. Alors à l'époque, à la CF en 2000, tu travaillais encore à la télé en même temps, c'est ça? Oui, j'ai fait un peu les deux, pas très bien en même temps, fin 2000 jusqu'à fin 2000. Et c'est pour ça qu'à un moment, il a fallu que je décide, parce qu'à la fin, j'arrivais sur les plateaux de télé le matin, quelquefois. Enfin, maintenant, je peux le dire, parce qu'après prescription, mais sans avoir dormi, parce que j'avais joué toute la nuit à l'aviation. Donc, c'était pas terrible. Donc ouais, il a vraiment fallu que je fasse un choix, parce que c'était les deux me prenaient trop de temps, et le poker me prenait beaucoup de temps, j'étais passionné. Et là, c'est une période un peu difficile. D'ailleurs, des gens qui me revoient 10 ans après me disent, mais t'as rajeuni par rapport à cette époque. Parce que t'étais tout vert avec des poches pas possibles sous les yeux. Donc, non, je dormais vraiment pas beaucoup. Là, je peux plus le faire d'ailleurs parce que j'ai vieilli, mais je peux plus. Mais je dormais pas beaucoup. Je jouais la nuit et je bossais la journée. C'était difficile. Ah, j'imagine. Puis en plus, bon, c'est un boulot qui est vachement prenant, réalisateur. Faut le savoir, quand même. Il y a quand même une pression. Il y a du boulot. On glande pas en général, quoi. Non. Je sais pas comment se passaient les tournages de un gars, une fille, mais en général, c'était une machine assez rodée après aussi, qui me permettait de. Mais bon, il y avait quand même des longues journées de montage derrière. On est dans une salle noire. Parfois, je m'endormais devant le banc de montage. Enfin, c'était quand même, c'était pas toujours facile. Ouais, c'est arrivé à tous sur les tables de mixage avec la tête qui penche en avant, parce que ça on connaît. Mais ça, on peut faire ça quand on a 20 ans, 30 ans, ça va. Mais après c'est un peu dur, c'est un peu difficile. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir là-dedans, c'est quand tu as pris ta décision un jour, pourquoi tu l'as vraiment prise et comment a réagi aussi ton entourage quand tu as pris cette décision de jouer qu'au poker? Parce que le mec, il a quand même un boulot qui est super fun, quoi, qui est bon. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il va jouer au poker. Ouais, puis je gagnais bien ma vie. Je commençais à vraiment bien gagner ma vie à l'époque. Écoute, la décision, je un peu répondu à cette question aussi tout à l'heure, mais je vais quand même compléter. C'est que ces gros tournois, je commençais vraiment à me poser la question, à me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente? Est-ce que je tente pas? J'étais célibataire en plus à ce moment-là, je m'en souviens très bien. Donc, est-ce que je pars un peu aux États-Unis, voir comment ça se passe, faire quelques tournois? Je commençais à me faire quelques voyages poker déjà à l'époque. Et puis ces gros tournois sont arrivés. J'étais très motivé. J'avais le mort entre les dents. J'avais envie que ça marche. Et j'ai gagné 2 tournois de suite. Et là, la décision s'est prise toute seule d'essayer. Hein. J'ai pris la décision d'essayer encore. C'était pas du tout gagné. Et ça allait toujours pas d'ailleurs. On est toujours en constante. Je sais pas si l'année prochaine continue. Enfin, on sait pas ce qui peut se passer au poker. On peut avoir un blanc de 2 ans et puis se décourager complètement. Ça a failli m'arriver plusieurs fois dans ma vie, dans ma carrière. Et ça arrivera encore peut-être parce que c'est un jeu qui est très difficile, très ingrat. Parfois, on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup d'envie. Surtout le joueur de tournoi. Joueur de cash game, c'est un
peu différent. Mais moi, j'ai toujours été un joueur de tournoi, plus qu'un joueur de cash game. J'ai vraiment joué au cash game quand il fallait que je me paye des tournois. Ça a toujours été ça. J'ai jamais joué au cash game pour me payer mon loyer ou quoi aux caisses. Et je joue au cash game pour me payer des entrées de tournois. Ouais. Ça a toujours été mon truc. Bon, c'est comme ça. J'ai toujours aimé la compétition. Donc voilà. Donc c'est pas un jeu facile. Donc on se remet souvent en question. Enfin moi, en tout cas, sur 10 ans, là, quand je me rends compte, les 2 ou 3 fois où j'ai vraiment failli me dire bon, bah, j'arrête et je reprends un métier plus normal parce que effectivement la pression de l'entourage au début, etc. Et pour répondre à cette question de l'entourage, au début, je leur ai tout simplement pas dit. Voilà. Donc ma famille n'était pas au courant parce que je voulais pas les inquiéter. C'était plus pour les protéger eux que moi, évidemment, parce que j'étais déjà un grand garçon, un adulte même, un homme. Mais donc voilà, je voulais pas les inquiéter. Je voulais pas qu'ils se disent voilà, mon fils va tout perdre au casino. Enfin tout perdre, j'avais pas grand chose à l'époque, mais donc voilà, je voulais les protéger. Et j'ai préféré pas leur dire au début jusqu'à un certain degré de succès en 2005 quoi, 2006 même. Je sais pas, c'est arrivé très loin. Très loin. Ah ouais, ça a quand même mis quasiment 5 ans quoi. Il me semble, attends, je sais plus, peut-être que je m'en mêle un peu dans les années, mais il me semble que ça durait. Non, peut-être pas autant, peut-être 2003 en fait, j'aurais dit, peut-être 2003. Mais alors il faut savoir aussi remettre ça dans le contexte de l'époque. Le poker n'était pas du tout populaire comme il l'est aujourd'hui. Évidemment, pas du tout. Voilà, c'est ça. Surtout en France. Aux États-Unis, ça démarrait un petit peu. Il y avait quelques émissions, mais en France, c'était vraiment un truc d'arrière-salle c'était toujours l'image qu'il y a depuis 30 ou 40 ans. C'était encore comme ça en 2000, ça c'est sûr et certain. Le poker, c'était un truc de voyous. On jouait à ça dans les bars. Si on jouait à ça, on était assimilé à des voyous. Enfin bon, c'était pas du tout évidemment l'image qu'on véhicule aujourd'hui excusez-moi, il y a un chien. Il y a un mort ou tu t'es fait attaquer Ça va? Tout va bien, je suis dans le sud de la France, il y a un chien qui aboie juste à côté. Donc, ça me rappelle une... ça me rappelle la fin d'un album de Renaud, c'était sur l'album de Renaud, je crois qu'il y a Les Béton, à la fin de l'album, Renaud dit, il y a le feu dans le studio, je continue. C'est un peu pareil. Là, Fabrice, il s'est fait mordre. Je ne sais pas, j'espère que ça va bien. Non, moi je vais bien, perso, mais je m'éloigne un peu, j'espère qu'il va s'arrêter. Ok, c'est pas grave, non, tu l'invites au micro autrement. La voix de son maître, c'est la voix de son maître, le fameux chien qu'on voyait sur les disques vinyles à l'époque. Voilà. Alors, je suppose que Fabrice était en train de parler en langage canin à cet animal. Comment s'appelle-t-il? On va lui parler, on va voir aussi. Il s'appelle Google. Google, c'est un chien chercheur. Est-ce qu'il trouve de temps en temps? Écoute, il faut croire que oui, il trouve des gros os enterrés dans le jardin. D'accord. À cette époque-là, d'ailleurs, en 2000, tu jouais quoi comme variante? Alors on jouait beaucoup à l'Aviation Club de France, on jouait pas mal au Courchevel, on jouait au pot limite, évidemment, on jouait aux jeux, on jouait à tous les jeux en fait en pot limite, si mon souvenir est bon. En dealer choice. En dealer choice. Ouais, voilà, ouais. Donc on jouait au stud high-low, mais tous ces jeux-là on les jouait en pot limite parce que le limite on connaissait pas en France du tout. Je veux dire, les premières parties de limite, ça il faudrait demander à Bruno Fitoussi, mais je me souviens plus à quelle date elles sont arrivées en France, mais je pense que c'est au moins 4-5 ans plus tard. 2004-2005, je dirais. Peut-être moins. De nos limites, tu veux dire? Non, de limite. À limite, je crois que c'était... On jouait au pot limite, on jouait le stud au pot limite à l'époque, pot limite. Ah ouais, tout en pot limite, ouais. Stud, Courchevel, stud high-low, et on jouait au pot limite, quoi. Donc voilà, c'était pot à tout va, sur toutes les mains. Voilà, c'était des jeux très chauds. Oui, c'est très chaud. Dealer choice, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui est au bouton qui choisit sa variante, en fait, voilà. Exactement. Et c'est assez fun comme partie. C'est assez sympa. Le chien rigole maintenant. Non, c'est pas le chien là, à mon avis. C'est pas le chien qui rigole. Mais on la salue. Je ne sais pas qui c'est, mais elle est bienvenue dans l'émission. Non, je suis en famille. Alors, il y a des gens, il y a des enfants, il y a des chiens. Mais écoute, on est en famille ici aussi et ça nous fait plaisir. J'espère qu'on dérange pas trop. Non. Voilà. Mais si tu veux nous passer quelqu'un au micro, il y a pas de souci d'ailleurs. On fait ça à la bonne franquette. Fabrice, justement là, tu parles de cette époque-là. Maintenant, t'as quand même, ça y est, t'as dit à tes potes que tu jouais, t'étais pro. 2005 à peu près, 2006. Je te propose de revenir à présent en 2007. Et de se glisser telle une petite souris espionne dans ta bagnole pendant que tu conduis et d'écouter ce que tu fais et ce qui se passe dans ta tête juste avant une table finale
des WSOP. D'accord. Hi Gus, this is Fabrice. Stefan told me I should call you. You had some advices to give me for the final table. So give me a call back when you get my message. Thanks man. Ciao. Bon, mais il était pas là. Il répond pas, mais peut-être qu'il va me rappeler. En même temps, j'ai peur qu'il me fasse faire une connerie. Donc voilà, c'est toujours le débat et le dilemme. Est-ce que j'attaque à mort? Est-ce que j'attends un petit peu plus? Je vais décider dans les 10 minutes qui vont venir là. En route vers le Rio, les amis. Voilà, c'est là-bas. C'est là-bas que les 55 bracelets vont être donnés. Mais ça serait pas mal, là. Vous voyez, le poignet, là, c'est un petit peu vide, là. Donc ça serait pas mal. Ils sont pas très jolis, hein. Je dis pas que je le garderai toute ma vie, mais vraiment avoir le sentiment de pouvoir porter ça, que ça fasse gling-gling, là. Comme ça, pendant quelques minutes. Et pouvoir le regarder ce soir en rentrant, ça serait quand même un grand kiff, quoi. Donc, gling, 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 gling. Gling, 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 gling. Wow. Eh ben, ça s'est pas fait tout de suite, Fabrice. Ça, c'était 2007. Tu te souviens Vous de avez ça? retrouvé tout ça? C'est marrant. Bah, c'est ça. ma petite quoi, souris. C'est ma petite souris. C'est une vidéo Made in Poker, ça? Ou c'est quoi? Ça Exact. je me souviens. C'est ça? Oui, c'est ça, Fabrice. Évidemment, ce sample-là, d'ailleurs, c'est pas moi qui était dans ta bagnole, non, c'est pas ma petite souris espionne non plus. C'est, j'ai tiré ça d'un travail que vous avez fait. Ce sera une manière de vous rendre hommage pour le boulot que vous faites sur Made in Poker. C'était vous qui avez réalisé ça. Alors, il y a encore pas les images. Ces vidéos, je vous le dis à tout le monde, il suffit de chercher Fabrice Soulier sur YouTube ou n'importe où. Vous allez sur Made in Poker aussi, simplement. Et vous verrez ces vidéos. Là, vous n'avez pas les images, évidemment. Hein, c'est le problème de la radio. Mais je crois que le son suffit. Il y a pas mal de choses qui se passent. Est-ce que c'est là, t'étais sur le chemin, t'étais dans ta bagnole. Hein. Ça, alors, je crois pas me tromper en disant que c'est la finale du 2000 No Limit Hold'em en 2007. Ouais. Donc, Ouais, c'est toi qui m'as mis sur la date, le doigt sur la date. Mais c'est ça, c'est en 2007 et c'est le 11e bracelet gagné par Phil Hellmuth. Donc j'étais à cette table finale, moi, en fait, quand il a gagné son 11e bracelet. Voilà. Et j'avais fini, je crois, 5 ou 6e, ou peut-être 7e. Septième, il me semble voilà. 7e de mémoire, parce que je l'ai pas noté ça, mais je crois que c'est 7e, hein, de mémoire, je dis ça, hein, je peux me tromper. Et donc, j'étais avec mon grand pote, ami Stéphane Matteux, qui était à l'époque, qui partait, on était roommate, donc on habitait ensemble, il habitait dans ma maison, il gardait ma maison pendant que j'étais pas là, et il jouait souvent avec Gus Hansen, il était très proche de Gus. Et voilà, on a fait un petit truc comme ça, je rappelle Gus, moi je devais flipper un peu, ça pas savoir comment j'allais jouer cette finale, et appelle Gus, il va te donner des conseils, et c'est pour ça que je lui disais, je sais pas trop si je devrais l'écouter ou pas, parce que Gus, c'est vrai qu'il a tendance à sauter très vite, et j'étais déjà un peu fou, moi, à l'époque, et Gus encore plus, donc voilà, depuis, je me suis peut-être un peu assagi, et depuis, je finis 3e. Ouais. Non, mais je déconne, mais j'aurais peut-être été plus loin si j'avais joué moins aggro, je sais plus comment c'était passé le truc. Ouais, enfin, on peut pas refaire l'histoire. Est-ce que c'était ta première TF des WSOP? Non, j'avais fait une pré-TF à 9 ou à 10 en 2000, 2 ou 3. Ah bon? Ah ouais, t'avais fait la bulle d'une TF. J'avais fait la bulle d'une TF où Negreanu avait fait son record de rebuy de l'époque, qui s'était rebayé. Ah ouais. Je sais plus, à l'époque, 28 ou 35 fois. Oui, je me souviens de ça. Ouais, je me souviens de cette histoire. Ah, c'était le même tournoi. Ah, d'accord. Et moi, je l'avais joué en free roll, j'allais dire. Non, pas en free roll, mais en freeze out. Quand même. Ah ouais, d'accord, ouais. Okay. T'avais rien rebuy, toi, ouais. Mais non, parce que c'était la fin des World Series, c'était l'un des, je sais plus, moi c'était la fin de mon séjour à moi, qui était très court à l'époque, hein. Aujourd'hui, moi, j'y vais un mois, mais à l'époque, j'y allais 7-8 jours, comme tout le monde, hein. Voilà. Donc, je me faisais 2-3 tournois, et c'était la fin, et j'avais plus d'argent. Je crois que c'était un tournoi à 500 rebuy ou 1000, je sais plus. Donc, je crois que j'avais pris 1000 rebuy. Je crois que j'avais pris mon tournoi, comme mon truc, et voilà. J'étais même arrivé en retard, parce que je me souviens, à l'époque, c'était valeur nominale. Donc on payait 1000 et on avait, ça devait être un 1000, parce qu'on payait 1000 et on avait 1000 jetons. Et j'étais arrivé, il me restait 825, je crois, dans le tournoi. Ah ouais, et les blindes sûrement déjà assez hautes, quoi. Et les blindes, non, peut-être pas, parce que c'était dans la première heure, mais bon, voilà, ça devait être du 25-50 ou je sais pas combien. Ouais, t'étais pas super profond, quoi. Ouais. J'étais pas super deep du tout. Voilà. Voilà. Alors on entend que t'appelles Gus Hansen, bien sûr. Stéphane Matteux que tu as cité, qui est devenu après coach. Pour des joueurs connus, comme il a travaillé avec Kelki au départ, et puis après avec les gars de Winamax. Mm-hmm. Voilà, des petits joueurs aussi, bien sûr. Voilà, donc donc Gus Hansen, on entend que tu l'appelles pour prendre
des conseils là. Et d'ailleurs, ça te fait un peu flipper parce que t'as peur qu'il te raconte des conneries et tout. À l'époque, on a l'impression comme ça, c'est un peu, il se la pète, lui, il appelle Gus Hansen comme ça dans sa voiture. Mais c'est à l'époque, il faut bien, c'est pareil, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le poker était beaucoup plus confidentiel et beaucoup plus familial. Ouais. Même en 2007, encore 2006, Ouais. 2007, c'était pas les gros. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les Gus, les Phil Ivey et tout, bon, ils ont la tête. Enfin, c'est même pas la tête gonflée, j'avais envie de dire, c'est qu'ils sont tellement sollicités, les mecs, ils sont un peu obligés de se protéger. Donc le monde s'est un peu refermé autour d'eux. C'est Et à du- l'époque, moi, Gus et Phil Ivey, on allait au resto, on allait jouer au bowling, Ouais. on allait jouer au tennis. Enfin, je veux dire, c'était le petit cercle. Le cercle était beaucoup plus petit C'était qu'il pas- l'est aujourd'hui. C'était pas encore la starification des joueurs de poker, un peu comme des rockstars là aujourd'hui. Peut-être. Ouais, et puis il y avait moins de gens qui gravitaient autour. Il y avait Ouais, pas voilà. Donc on était plus en famille. Quand j'habitais Vegas, c'était plus voilà. Aujourd'hui, ça a un peu changé tout ça. Alors, est-ce que d'une manière générale, tu discutes technique comme ça, stratégie avec d'autres joueurs? Écoute, oui et non, j'ai envie de dire, parce que moi, les progrès stratégiques que je cherche à faire sont surtout sur le mental. Après, je dis pas que la partie stratégique du poker ne m'intéresse pas, évidemment, puisque j'essaie de me tenir au fait de ce qui se passe, des évolutions, etc. Et je pense être toujours là. Maintenant, la stratégie pure, pendant des longues heures et de machin, j'avoue que je préfère faire autre chose. D'accord. Mais bon, oui, ça m'arrive. Sur des stratégies plus globales que des stratégies de. Alors, je vais parler d'un coup. C'est soit très précis, soit très global. Mais bon. D'accord. Est-ce que tu penses, Fabrice, que n'importe qui peut devenir un bon joueur de poker? Est-ce que je pense que n'importe qui, oui, tout humain avec un cerveau normalement constitué, devrait pouvoir devenir un bon joueur de poker. Je vois pas pourquoi, oui, puisque c'est maintenant, ça veut pas dire qu'il va réussir, surtout en tournoi, parce qu'en tournoi, il faut jouer pas mal de tournois, il faut, je pense, pour acquérir suffisamment d'expérience et être suffisamment prêt à partir à la guerre, quoi, parce que c'est une guerre, un tournoi de poker, donc c'est une longue bataille de plusieurs jours, c'est une guerre de plusieurs jours, une longue bataille de plusieurs heures chaque jour, donc mais pourquoi pas, enfin, je veux dire, oui, moi je pense que un joueur de poker, enfin un humain aujourd'hui comprendrait à qui on appliquerait certaines recettes, donc justement des recettes très techniques. Pour quelqu'un qui démarre, il faudrait lui apporter un bagage technique assez rapidement. Donc ça, il faudrait qui rentre en formation accélérée avec un technicien pendant quelques semaines, un technicien super affûté qui lui donne les codes, enfin les techniques mathématiques très poussées. Ouais. Et puis peut-être quelqu'un un peu plus expérimenté comme moi qui va lui donner des petits trucs de la vie du joueur de poker, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire. Voilà, pour en faire et puis un peu de psychologie aussi avec. Et puis je pense qu'on arrivera à en faire quelqu'un de tout à fait décent au poker, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, à ton avis, toujours, je ne sais pas s'il y a une réponse d'ailleurs, mais entre un bon joueur et un top joueur? Est-ce qu'il y en a une? Et c'est quoi la qualité principale du top joueur par rapport à l'autre? Écoute, je pense que c'est de pas se décourager et de pas d'arriver à accepter les moments qui sont très durs. Oui. Et qu'on traverse tous quand on joue, parce qu'il faut pas croire, j'entends souvent ouais mais lui il a plus de chance ou lui il a machin. Non, on a tous, je pense que la chance quand même se nivelle, surtout quand on joue beaucoup de tournois toute l'année, et que ce soit online, parce que maintenant on peut combiner les tournois online parce qu'il y a tellement de gros tournois sur lesquels online on peut gagner 200, 300 000, voire plus pendant l'année que maintenant la chance nous est offerte plus souvent, même avec le online, parce qu'il faut encore une fois, si on se reprojette 5 ans en arrière, il faut bien réaliser que des 10 000, il y en avait 4 ou 5 par an. Enfin, des 10 000, oui, des 5 ou 10 000, il y en avait, des 10 000, il devait y avoir 4 ou 5 par an, ou 10 par an. Enfin, j'ai déjà tout cassé. Et si je reviens 10 ans en arrière, c'était il y avait le main event, quoi. C'est tout, ouais, c'est ça, ouais. Donc aujourd'hui, voilà, on arrive à, je pense que le mec qui craque pas, le mec qui garde sa ligne de conduite, qui est super discipliné, lui, ça peut être un top champion s'il a suffisamment bossé aussi, et puis s'il a suffisamment de talent peut-être. Je dis pas qu'il faut pas un peu de talent quand même, ça serait dommage sinon, mais. D'accord. Est-ce que tu as identifié, comme on dit en anglais, des leaks chez toi, et si oui, quels sont-ils?
Oh là, il y en a trop. Carrément. Alors peut-être. Ah ouais, il y en a plein, mais en plus, j'ai pas envie de les donner là. Ouais, t'es pas obligé. En plus, les mecs, ils vont m'étudier. Ouais, non, c'est pas obligé de les gagner. Ils les connaissent déjà. Je déteste jouer à la télé. C'est un truc, voilà, Ouais. voilà l'un de mes leaks principaux en ce moment sur lesquels il faut que je bosse. Je déteste jouer devant les caméras de télé. Ça me désempare. Je suis emmerdé. Je peux plus faire les trucs que je fais un peu bizarres. Je peux plus. Ouais. Et ça m'emmerde beaucoup de me sentir jugé, de me sentir observé, de pouvoir me level aussi, parce que des fois je me dis ouais mais alors attends, si je fais ça à la télé, la prochaine fois que je vais jouer avec un mec, est-ce qu'il m'aura vu faire ça? Est-ce qu'il va penser que je fais à ce moment-là si je fais ça? Voilà, tu vois, c'est toujours des trucs. Oui. Et ça me fatigue. Ça, je rentre dans une espèce de truc ça me fatigue. J'en discutais l'autre soir avec Claire, justement, je rentrais après avoir joué Campion et je lui disais ça, tu vois, je l'ai fait à la télé, je pense que ça va me servir. Ben, alors tu vois, c'est marrant, tu vois, il y a des trucs. Oui. Mais après, il faut savoir que le mec t'a vu aussi à la télé, donc. Oui, mais alors après, voilà, c'est à double tranchant cette histoire. Mais en même temps, Fabrice, si tu commences à faire des TF tout le temps, et des TF de gros tournois comme ça, tu vas forcément passer à la télé. On va voir tes cartes à un moment donné, et ben il va falloir aussi s'adapter à ça. C'est vrai que ça doit pas être marrant, hein, ça. Mais la TF m'embête moins. La TF m'embête moins. Ce qui m'embête de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, là, je me suis retrouvé à Berlin et j'ai tilté. Voilà, j'ai craqué un peu en tape, pas un peu d'ailleurs, je me dis un peu pour me rassurer, mais j'ai craqué en tape télé parce qu'ils nous ont mis en tape télé au bout de 3 heures de jeu. Et si tu veux, j'étais très bien dans mon tournoi, j'étais machin truc. Au bout de 3 heures de jeu, pam, tape télé avec les cartes vues. J'ai fait non, c'est pas vrai quoi. Et alors là, tu te retrouves en tape télé, t'es tranquille dans ton tournoi, dans ton coin. J'étais avec Jonathan Diamel à ma gauche, c'est déjà pas un mec facile quand il est à ta gauche. Après, on nous a amené Eugène Kachalov à la table. Quand j'ai vu Eugène Kachalov arriver, j'ai dit oh là là, on est tous les trois à table. C'est sûr, on va passer à la table télé. 10 minutes après, ils venaient, ils nous enlevaient les jetons. Allez, tous en tape télé. Et là, on se retrouve en tape télé. Il fait chaud, tu joues 12 mains à l'heure. T'es mal assis, t'as pas le droit d'écouter de musique, tu peux pas, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Il faut montrer tes cartes, il faut jouer doucement, il faut attendre que les caméras arrivent. Enfin, il y a plein de trucs qui sont chiants. Et voilà, j'ai craqué. Et j'avoue que donc, si tu veux, la TF, ça m'embête pas. Je comprends, je sais qu'il faut le faire et tout. Mais quand tu payes 5 300 ou 10 000 ou 8 000 ou 7 000 euros pour faire un tournoi et qu'au bout de 3 heures on te laisse même pas le choix et qu'on t'impose d'aller jouer en tape télé et que c'est finalement t'es défavorisé parce que par rapport au reste du field, t'as pas la même liberté d'action, tu peux moins te lever, tu peux. Je trouve ça pénalisant et je trouve ça pas tout à fait normal. Voilà, j'en ai discuté avec le PT d'ailleurs. Je leur ai fait, je suis pas du genre à avoir la langue dans ma poche, donc en général quand j'ai quelque chose à dire, les gens le savent. Et je leur ai dit, ils étaient pas trop contents, ils ont pas trop compris au début. Ils m'ont dit, comme tout le monde, oui, mais vous avez besoin de ça pour vivre, les gens sponsorisés. Je fais oui, d'accord, mais c'est pas tout à fait normal. Alors, un exemple tout con, on revient du break, par exemple, tu vois, le premier break, et en fait, il leur manquait quelques photos, donc il y a des joueurs qui se faisaient prendre en photo pour pouvoir, pour les incrustes des cartes, être mis à l'antenne, tu vois. Mais alors, du coup, le chrono avait redémarré, donc il y a 2 mecs qui sont arrivés en retard, donc ils ont manqué 2 mains dans le tournoi, parce qu'ils étaient pris en photo pour être à la table télé. Alors ça, je trouve que c'est des trucs, mais enfin, c'est 2 mains dans un tournoi. Le mec, il avait peut-être 2 as, 2 rois, peut-être qu'il flopait brelan, peut-être que moi je le rasais. Enfin, tu vois, peut-être que ça change toute l'histoire du tournoi. Et c'est des trucs comme ça que je trouve pas tout à fait normal, voilà, jusqu'à l'arrivée de la table finale. Après, quand on est en TF et tout ça, on accepte, et on est un peu traité comme du bétail, je trouve, pendant cette table finale. Si vous avez des chances d'en jouer quand même, parce que c'est quand même une chance aussi de se retrouver à une table télé, vous verrez, c'est quand même pas super. C'est pas, moi, je trouve pas ça plaisant du tout comme expérience. C'est pas confort, quoi. C'est pas confort, on est un peu traité par l'équipe télé, on devient des figurants au Cinoche. Tu connais ça, t'étais réalisateur. Oui, mais si tu veux, les figurants ou les comédiens acceptent parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont comédiens, tu vois. Mais moi, quand je suis joueur de poker, j'ai envie qu'on me laisse tranquille et d'avoir mon écouteur sur la tête et pas qu'on vienne m'emmerder avec une caméra dans ma figure, tu comprends? Bien sûr. Et voilà, donc c'est un peu, je l'accepte, je le comprends, mais je tiens à quand même, et même que les gens qui m'écoutent me soutiennent aussi, ou le fassent, s'ils se sentent comme moi lésés à un moment, qu'ils puissent avoir la démarche d'aller voir le mec, lui disait ouais mais tu comprends, là c'est pas normal ce qui se passe, parce que je suis pas aussi à l'aise qu'un autre joueur dans le tournoi, donc il y a un problème d'équité, d'équilibre, quoi. Ouais, ça change l'équité du tournoi, dans un sens voilà, général. Donc c'est un petit coup de gueule, j'en prends et ben voilà, c'est fait, et puis voilà, tu l'as dit, c'est ça. C'est le revers de la médaille en même temps, quoi. Bon, ben voilà. Alors, on vient de parler de tes leaks. Quelle est ta principale force? T'es pas obligé de les leaks, j'en ai plein d'autres. Non, mais t'es pas obligé de les dire. Dessus, psychologiquement, sur la force, après la gestion du tilt, après un bad beat ou 2 en tournoi, tout ça, je travaille dessus, je me renforce. Le côté mauvais perdant que j'avais aussi, j'essaye de l'avoir de moins en moins. Voilà, donc j'y travaille. Et puis il y a des leaks techniques aussi, mais les leaks techniques, je sais pas comment dire.
Bon, enfin, peu importe. Mais quand on va continuer dans tes questions, je pense que ça va arriver. Les considérations techniques, je pense. Eh ben, écoute, on va carrément y aller maintenant. Enfin, tu vois. D'accord. Voilà. Puisque tu me lances là-dessus, on est dans la technique. On a des questions justement de nos membres sur des mains que tu as joué. Alors, question technique de Scrooge. Alors, une petite précision, Scrooge, c'est un coach de MTT sur Poker Strategy et il était à Campion. Il jouait aussi le tournoi et je crois qu'il est sorti assez rapidement d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas le problème. Donc sa question. Alors, je sais pas à quel moment du tournoi, mais ça tu dois t'en souvenir toi. Je crois que c'est au début du tournoi. D'après mes renseignements, moi j'ai pas vu cette main, mais alors soit t'étais filmé, soit il était à ta table. Je peux pas te le dire. Je me rappelle la main, j'ai dû dire peut-être si je m'en souviens. Alors peux-tu nous expliquer, c'est lui qui parle, ton thinking process quand tu calls un 4-bet avec 9-2 off à l'EPT de Campion depuis la small blind, si je me rappelle bien, dit-il. Ouais, je crois que je suis en big, mais c'est pareil. Ou en big blind, bon, ok. Alors voilà, bon, il y a celle-là, après il y en a une deuxième. Alors bon, déjà celle-là, tu te souviens? Écoute, le thinking process est assez simple, comme oui, pour moi c'est des coups, ça c'est des. Moi j'aime le poker parce que c'est des histoires. C'est une histoire que je crée à table. Alors parfois l'histoire se passe mal, voilà, elle se passe très mal même. Je me fais bust et je me level, je me dis je suis un con. Et puis parfois l'histoire se passe bien parce que j'arrive à own un mec à table, à le dominer, à lui faire penser que, ou à lui faire croire que, ou à lui faire tel coup. Et ce coup-là, j'ai pas regardé mes cartes. Donc le 4-bet, il a pas d'importance. Je sais même pas si j'ai 9 et 2 ou 2 as. Je m'en fous. Je n'ai même pas regardé mes cartes. C'est un mec qui est très faible, qui en a marre que je relance tous les coups. Je le sais, voilà. La preuve, il a valet 10 off sur le coup, hein, donc voilà. Donc je me suis pas trompé sur ma lecture. Je sais qu'il a rien, qu'il a pas grand chose. Bon, valet 10 c'est mieux que 9 et 2 me direz-vous, mais il sait pas que j'ai 9 et 2. Et moi je sais pas non plus parce que j'ai même pas regardé mes cartes. Voilà, donc le coup est assez simple. Maintenant je 4-bet super light du coup, mais je le sais pas. Il me colle. Je le vois très bien qu'il est très énervé sur ce coup, qu'il a pas 2 as, qu'il a pas une premium, il a peut-être un as-dame off et encore, je vois pas comment je pense pas qu'il va payer aussi vite. Enfin bon, peu importe, mais je pense pas qu'il ait cette main-là. Maintenant, il me paye. Donc là, quand il me paye quand même, je suis pas complètement taré, je regarde mes cartes et je vois 9 et 2, donc je suis pas super content, mais le flop arrive 2-2-8. Donc voilà, le thinking process est assez simple. Maintenant, je crois que je monte pardon, je colle c'est moi qui colle le 4-bet, mais peu importe. Oui, c'est toi qui colle, ouais. Je décide de coller le 4-bet, mais parce que je sens que son truc, voilà, c'est ça. En fait, j'ai toujours les histoires, de toute façon, je les crée dans un sens ou dans l'autre, mais c'est pareil. C'est exactement le même process. Je colle son 4-bet en pensant le on ce flop là. Bon, après, je sais pas comment ça se passe. On est très très deep, dans ce tournoi, hein. Voilà, c'est ça, les stacks. Il me met 3005 et je pense qu'on doit avoir, moi je dois avoir 50 000 ou 60 000 déjà. Ah oui, c'est énorme. Ou 3008 son 4-bet et bien sûr. Je sais pas, peut-être que je me gourre, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. Je dois avoir, je sais pas. Il y a beaucoup de profondeur pour jouer, d'accord, ok. On est très très deep, voilà. Donc c'est des coups, bon, parfois je me plante et parfois je les abandonne et puis parfois je double et là le flop est arrivé 9-9-2. Non, tu comprends. 2-2-8 et j'ai check raise. Non, j'ai check, j'ai check, je crois, il a call. J'ai payé et là le valet j'ai payé, voilà, c'est ça, parce que là j'ai tellement un gros flop que je veux même pas le relancer. Et le valet est arrivé au turn et là il a misé tapis avant que j'ai même checké moi. Ah bon. Donc voilà, donc c'était une superbe livraison italien. Ah bon, parlait aux oiseaux après. Ah oui, il parlait tout seul même. Et c'est les oiseaux qui ont répondu. C'est vrai que j'ai pas un jeu très académique. Non, mais justement, c'est intéressant. Mais j'aime ça. Parce que justement, Scrooge, évidemment, c'est un coach. Alors lui, il a la vision académique, il est très bon techniquement, etc. Donc forcément, c'est justement pas un coup académique. Et je trouve que c'est intéressant que tu nous parles de ça. Et parce que le poker, c'est pas que des mathématiques. Et c'est aussi le metagame. Et c'est aussi tout ça. Bon, tout le monde le sait, bien sûr. Mais à ce niveau-là, avec la profondeur, les cartes sont plus tellement importantes. Et bon, sur ce coup-là, c'est bien. T'as touché un flop qui était quand même pas mal. C'était bien, mais bon, j'espère que tu ne serais pas broke sur ce. Mais ça va m'arriver parfois parce que quand je pense que mon read va être bon et que le mec m'a own parce qu'il m'a envoyé un faux tel et il m'a mis dans son read, enfin dans mon read et je me suis gouré. Bon voilà, ça arrive. Mais bon, moi c'est ma manière de jouer et je sais
parfois les gens me regardent ébahis, genre avec la bouche qui tombe, mais qu'est-ce qu'on il a pu faire ce truc-là? Ouais, c'est ça. Ouais. Je dis ouais, d'accord, Ouais. ok, ça a pas marché ce fois-ci, mais vous voyez pas toutes les fois où ça marche. Et voilà, puis moi j'ai un jeu qui a toujours été comme ça. Vous pouvez demander à tous les vieux du cercle parisien, et j'ai tous contre tous les mecs, j'ai joué des coups complètement improbables, et j'aime ça, et c'est ce qui m'amuse dans ce jeu. Si je joue au No Limit Hold'em, qui est déjà un jeu qui est relativement rébarbatif, toujours de la même manière, à l'américaine, j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui jouent un jeu super propre, super lissé. Ouais. C'est pas une mauvaise technique du tout, hein. Je critique pas du tout ce qu'ils font, parce que je pense que c'est une technique qui va redevenir de plus en plus payante, et quelque part, il faut commencer à y repenser. Et on a l'impression que c'est de moins en moins fou maintenant. Il y a beaucoup moins de 4-bet light et tout ça. Exactement. C'est que maintenant, les mecs ont compris que l'agressivité nordique était tellement présente partout et prenait le pas chez tous les jeunes qui arrivent du online et tout ça. Qu'ils jouent en défense beaucoup plus, et ils jouent beaucoup plus solide, et voilà, et ça réussit. On va plus bluff catch maintenant que sur relancer. Ça, c'est bien, c'est bien ton impression aussi, ouais, d'accord. Ah oui, complètement, Okay, complètement. Ouais. C'est moi ce que je conseille aux gens autour de moi en ce moment, c'est jouer plus solide. Il faut jouer plus solide, je pense, pour avoir de meilleurs résultats aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui font des livraisons. Alors après, il faut arriver à garder de la profondeur et à être patient suffisamment pour arriver à. C'est ce que j'ai fait à Campione bizarrement après. Moi, tout le jour 2 à Campione, j'ai eu des spots de bust. J'ai eu 4 ou 5 fois des spots où j'aurais pu bust très facile. Enfin, des spots de bust, c'est marrant. J'avais l'impression, mais des endroits où j'aurais pu buster dans le tournoi, et où j'ai vraiment minimisé la perte, et où je m'en suis sorti. J'étais très short et j'arrêtais pas de pester. Je disais putain, mais c'est possible, c'est super quand je fais. Et pour me laisser descendre très bas à la bulle et puis remonter après en force, c'est presque arriver au bout du tournoi, quoi. Donc il faut aussi voilà, quand je suis profond, je suis capable, de perdre la moitié de mon tapis sur une connerie. Voilà, mais je suis capable de jouer très solide quand je suis short aussi. Et je pense que c'est ça, c'est ce qui fait, Mais t'as parfaitement répondu, Fabrice, il n'y a pas de souci. J'espère que Scrooge sera satisfait par ta réponse. Scrooge, après, on peut en débattre des heures, et il y a des choses, je fais forcément au milieu des fautes techniques. Mais qu'est-ce que c'est qu'une faute? Une faute technique dans un tournoi deep, c'est quoi? C'est compliqué. Les fautes techniques en finale, ça, je pense en avoir fait beaucoup, oui, sur les tables télévisées que j'ai fait, parce que ça, c'est des fautes de sit and go. Finalement, quand je regarde les coups, je fais bon, là, c'est un push bidon, ou là, c'est un truc, j'aurais pas dû prendre ce truc-là. Oui, peut-être. Mais sur les fautes techniques quand on est deep en tournoi, bizarrement, il y en a. Enfin, c'est très compliqué de savoir ce que c'est une faute technique, parce que est-ce que c'est perdre un 20%, 5 ou 10, entre 5 et 20% de son stack pour préparer un coup plus tard qui va être très très juteux. C'est parfois intéressant aussi. Moi, il m'arrive de faire des trucs complètement dingues pour avoir une info, ou même de payer des fois un coup parce que j'ai besoin de savoir, quoi, vraiment. Bien sûr. Voilà, donc bon, c'est. On parlait d'un gros shark qui lui joue surtout en cash game, et c'est Tom Dwan. Il fait pareil en cash game. Il a un jeu complètement dingue, et il arrive à se faire payer après très light, c'est son truc aussi. D'une autre manière, bien sûr, là c'est plus en cash game, mais bon, il utilise ce même genre de truc. Il est dans des coups avec des mains improbables, et c'est difficile à lire. Et ça, c'est sûr. C'est clair, quoi. Il est très très fort aussi, mais bref, voilà. Alors bon, deuxième question de Scrooge, toujours à Campione. Alors, quel est ton raisonnement pour 6 ou 7 bêtes chauves, un gars qui semblait une serrure lors de l'EPT Campione, donc avec As-Dame en bulle de TF, et tu bad-beat caca, les rois, quoi. Est-ce que tu te souviens de ça? Sûrement, la bulle de la TF. En bulle de TF, j'ai bad-beat. C'est ce qu'il dit lui. Moi, je sais pas. J'étais pas là. Je répète sa question. Est-ce qu'il confond pas avec un coup Attends, je me souviens pas avoir battu 2 rois avec As-Dame. Non. À Campione, non. Je me souviens avoir battu 2 As avec Roi-Dame, ce qui est beaucoup plus intéressant quand même. Alors c'est peut-être ça. Il s'est peut-être trompé. Bon, malheureusement, il est pas dans le chat, parce que là, je suis en train de regarder le chat. Scrooge, il est pas là. Alors bon, il pourrait nous répondre. Il a posé... les 2 rois avec Roi-Dame. J'ai 5-6 bêtes, parce que il a 500 000 et que j'ai 2,2 millions ou 2,4 millions. Tu le couvres largement. Et que pareil, le mec, je suis en plein rush, je suis en train d'exploser la table, et je sens qu'il en a marre et qu'il craque complet. Donc quand je relance au bouton avec Roi-Dame, ce qui pour moi est un monstre au bouton à ce moment-là de la partie, il me 3 bêtes, je 4 bêtes, et il 5 bêtes, oui, effectivement, et je crois que c'est moi qui shove, je 6 bêtes shove là, voilà, mais
bon, de toute façon, ce que je dis sur ce coup-là, on m'a posé souvent la question sur ce coup-là, mais le flop est venu dame 8, donc le pauvre, même si je paye son 3 bêtes, il est mort, quoi. Enfin, je veux dire, il peut plus s'en sortir de ce coup-là, je pense. Donc voilà, c'est un coup de bol, évidemment. J'ai gagné 500 000 qui ne devaient pas m'appartenir. C'est un coup, il y a presque 1 million dessus, je crois. Donc il me permet de passer à 2,7 millions au lieu de passer à 1,7 million. C'est un coup déterminant. Mais ça doit être ce coup-là dont il parle. Voilà, le sûrement, oui, bon, il a dit As-Dame, c'était Roi-Dame. Bon, il a dû se tromper dans le truc, c'est pas grave. Bon, ce qui est important, c'est que tu nous précises la taille des stacks. Donc, t'étais quand même, tu risquais pas ton tournoi. Donc, c'est un moment d'euphorie dans le tournoi. C'est le moment où je suis passé effectivement, d'un petit stack à gros chip leader en arrivant de table finale. C'est un gros moment de rush et j'ai pour habitude de jouer mes rushs assez bien. Ouais. Bon, mais c'est comme les gens qui jouent très bien les conflips. Hein. C'est une qualité, hein, c'est clair. Ça marche plutôt pas mal en ce moment aussi. Hein. Je vais pas m'en cacher. Les conflips, je les gagne en ce moment plus souvent que d'habitude. Génial, voilà. Et c'est peut-être pour ça que j'ai des bons résultats en No Limit Hold'em. C'est évident. Ouais. Bah alors justement, tiens, on va parler de tout ça, les conflips, les machins, là, les rushs, tout ça, mais. Je vais te faire écouter encore un autre extrait audio. Je vais pas te dire que c'est ma petite souris espionne qui a réussi à surprendre. J'adore les petits moments nostalgie, j'adore. Et ben je vais t'en faire un autre et puis c'est toujours. Les radio poker nostalgie. Ouais, j'ai envie. C'est l'ambiance que j'ai envie ce soir, dont j'ai envie. J'espère que ça te va. Hein, je le fais. Je me sens un peu vieux du coup, mais bon. C'est cool. Écoute, je te rassure, je suis encore un tout petit peu plus vieux que toi. Mais alors là. Je crois que c'est à la sortie du Rio, j'en suis pas sûr. Tu vas me le confirmer. C'est une discussion non pas que j'ai chopé moi ni ma petite souris, mais c'est toujours Made in Poker. D'ailleurs, j'espère que tu m'en voudras pas d'avoir pris ces extraits. Pas du tout, au contraire. C'était évidemment pas un vol, mais plutôt un hommage. Une discussion où on te chope avec un autre joueur français. Écoute, je te propose qu'on l'écoute puis on en parle ensuite. Allons-y. Je vais essayer de reconnaître. Ouais, tu vas le reconnaître, ça c'est sûr. Il est un tout petit peu long le sample, mais ça vaut le coup qu'on écoute. Écoutez les poker stratèges parce qu'il y a pas mal de choses qui sont dites là-dedans. C'est une discussion entre deux joueurs simplement. Bon, la situation est particulière. Je m'excuse parce que j'ai mis les samples sur mon piano juste avant. J'espère que je vais pas me planter. On va voir. Donc t'as pas gagné ton pari. C'est quoi ton pari en fait? T'as un pari? C'est 5 contre 1 de gagner un bracelet. C'est dur, c'est un pari que j'aurais jamais dû prendre, mais c'est pas très gros. C'est quand même assez. Donc tu vas faire un maximum de tournois. C'est quand même $50 000, mais je peux gagner 250. Ça m'oblige de faire un maximum de tournois et d'être très très motivé. Et je n'avais pas vraiment besoin du pari parce que je sens que la motivation elle est venue là depuis un petit moment. Non mais je vois, t'es bon, tu joues bien, t'es patient, je vois que tu prends ton temps, c'est bon, c'est bien. D'habitude tu joues tellement gros en cash game toi que sur les tournois tu joues beaucoup plus rapide. Mais là quoi. je joue très très bien en tournoi, ça se voit. Je pense que je vais faire des bons résultats bientôt. C'est énorme déjà d'avoir fait 6ème en 3 tournois, c'est déjà pas mal, non? Ouais, je pense que je vais faire. T'as l'air déçu mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire une table finale. Je suis déçu parce que j'ai vraiment au niveau de... On peut pas vraiment dire que j'ai pas de chance parce que pour arriver 6ème avec les meilleurs joueurs du monde dans ce tournoi-là, c'est un tournoi très très spécifique, la Hello. Il faut vraiment très bien jouer et il va y avoir beaucoup de chance et j'ai eu beaucoup de chance pour arriver là. Mais après, il y a toujours le moment important, je le passe pas. Bon, maintenant tu vas me dire finir 6ème, c'est déjà un moment important. Mais dans tous les tournois, les moments importants, j'ai pas de chance. Ouais, c'est là à Monaco, j'étais le petit coup de pouce du destin. J'étais chip leader rapidement, 2 as de roi, j'ai perdu, j'avais 2 as. En Irlande, j'avais 2 as de roi, j'étais encore. Je l'ai vu, celui de Monaco. Celui de Monaco, je l'ai vu. J'étais derrière toi. En Irlande, j'étais pas là, mais celui de Monaco, j'étais derrière toi au moment des 2 as de roi. Et après, j'ai perdu en flop en full à Monaco. Enfin, ma chance, elle a été très très limitée en tournoi depuis très longtemps. Il faut s'accrocher. Il faut attendre. Des fois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais en jouant bien tout le temps et tous les jours qui est dans les tournois, c'est pas facile d'arriver au bout. Et on va essayer de s'accrocher. J'ai plein d'encouragement de la part de tous ceux qui me connaissent. J'ai eu plein de messages, plein de textes, plein de chat sur les sites internet. Moi je suis revenu, j'ai pris un avion plutôt de New York pour venir te voir. Bon, tu vas nous en gagner un très vite de toute façon. Je vais m'accrocher en tout cas. Je sais pas si j'arriverai à gagner cette année ou quoi que ce soit, mais je vais m'accrocher. Voilà, alors ça finit par je vais m'accrocher. Alors évidemment, si j'ai choisi cette conversation avec David Benjamin, c'est pas tout à fait anodin évidemment. Parce que dans vos propos, mine de rien, là, c'est une petite discussion entre copains, hein, mais il y a pas mal de sujets majeurs du poker qui sont abordés. Il y a en filigrane et puis des choses qui sont dites vraiment. Il y a la variance là-dedans, il y a la chance justement, il y a la résistance. Hein, on entend, faut s'accrocher à plusieurs reprises. Et puis il y a aussi tout simplement David Benjamin lui-même
c'est quand même un personnage du poker. Alors on lit depuis quelque temps sur certains forums des choses assez dures sur lui. Alors qu'il y a encore quelques mois, il était considéré comme un top joueur, peut-être le meilleur français pour certains. En tout cas, il était capable de rivaliser avec les plus grands. Tout le monde était d'accord là-dessus. Alors j'ai l'impression qu'on brûle un peu vite les idoles qu'on a encensées quelque temps auparavant. Je ne sais pas si c'est bien mérité. C'est une question donc moi David, c'est vrai que j'ai un affect particulier à David quoi, on a été très proches, vous m'entendez là? Ouais, très bien. Pardon. Et on a été très proches longtemps. Là, je dis que je repars à New York, c'est une époque où donc j'imagine encore habiter à moitié entre New York et Las Vegas. Et mais David, c'est un génie quoi, c'est un vrai génie du jeu. Bon après, il a la folie qui va avec le génie, le côté génial aussi. Il sait pas s'arrêter, il a pas de gestion de bankroll peut-être comme il devrait. Voilà, il fait des erreurs et il y a un truc qui est très intéressant, c'est ce qu'il dit, je trouve, dans ce truc, et je n'avais pas entendu depuis pareil des années, c'est qu'il dit même en jouant tout le temps, c'est très dur d'arriver au loin dans ces tournois, même en jouant bien tout le temps. Ouais. Ça veut dire que c'est pas évident de jouer bien tout le temps. Ça paraît une évidence quand on regarde les gens autour, ils nous disent mais vous êtes des champions, vous jouez bien tout le temps. Mais les gars, jouer bien tout le temps, ça veut dire jouer bien pendant 5 jours. Qu'est-ce que je dis pendant 5 jours pendant les World Series, c'est tous les jours, 7, 8, 9 heures, 10 heures par jour. Ça veut dire que même quand on s'engueule avec sa nana, même quand on a un coup de fil désagréable, même quand on est fatigué, même quand on a mal à la tête, même quand on a une gastro, même quand on a... Mais je veux dire, c'est très difficile de jouer bien tout le temps. Et ça, il le dit, il le précise, David, et c'est intéressant. Alors oui, la question, c'est pour être un grand champion, il faut essayer de jouer un maximum bien tout le temps. Oui, mais et malheureusement, on limite Hold'em quand on joue pas bien tout le temps et quand on fait une erreur de temps en temps, et ben on saute. Donc souvent. Oui, c'est vite fait. Mais alors derrière tout ça, derrière votre discussion, il y a les swings, les bad runs, les coups durs, tout ça, justement, tout ça, la variance, quoi. Ouais, comment toi tu gères ce bordel? Comme tout le monde, le mieux possible, et j'essaye de l'accepter et d'accepter l'inacceptable, parce que c'est très difficile d'accepter le bad beat, l'injustice. Moi, je suis un révolté. L'injustice, j'ai beaucoup de mal dans le monde. Les enfants qui meurent de faim, c'est pareil. Les femmes à qui on balance de l'acide. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, c'est horrible. C'est des choses horribles. Et le poker, malheureusement, quand on y consacre sa vie, il y a des moments on se dit mais c'est pas possible. Ça fait tellement de temps que j'attends ce moment-là. Je me qualifie, j'arrive là, je prends mon avion, mon truc, j'arrive. Le mec me met tapis avec 2 rois, j'ai 2 as, bing, le roi au flop, et je saute et je rentre et je prends ma valise. C'est trop injuste, quoi. C'est Calimero. C'est Calimero, c'est ça. Oui, mais c'est vrai, c'est dur. On est tous des Caliméros dans le poker, mais parce qu'on est confronté à ça sans arrêt. Alors c'est la manière dont on va le gérer qui va faire la différence. Et je le gère pas bien sur le moment. Quand je perds 2 rois contre 2 as, je le gère pas bien. Et voilà. Tu te mets en colère des fois? Tu tapes sur la table, des trucs comme ça? Ah oui, j'ai cassé 7 ou 8 ordinateurs. Je me suis calmé là, mais peut-être un peu avec l'âge et l'expérience, mais je me mets en colère, oui. Oui. Bon. Alors, donc, pour info, David Benjamin n'a pas gagné ce bracelet, mais il l'a fait quand même un tout petit peu plus tard. Je crois que c'était en 2010, il me semble, je sais plus. C'était Écoute, oui, ça devait être 2009 ou 2010, puisque j'étais 2009 ou 2010. Et c'était en Omaha, Hilo, il me semble bien d'ailleurs. C'était le même tournoi. C'était Omaha, Hilo aussi, absolument. Donc il a eu sa revanche, il a persisté et il a gagné ce bracelet. Il a gagné ce bracelet, j'y étais parce que je me souviens être couché chez moi et je branche internet, je vois David en finale, je fais non, c'est pas possible, hop, je me relève, j'ai pris ma voiture et je suis arrivé un quart d'heure avant qu'il gagne son bracelet, donc c'est un super moment. Génial. Est-ce que avec tout ça, ça t'est arrivé toi un jour de dire bon maintenant ça suffit, j'arrête? Oui, bien sûr. Carrément. Oui, ça m'est arrivé de le dire. T'as pris ta décision et puis t'as changé d'avis le lendemain. Comment ça s'est passé? De le dire comme ça, je crois qu'il y a un passage dans le film dans That's Poker d'ailleurs en 2006 où il y a un moment où j'en peux plus quoi. Je dis bon allez c'est bon, ça m'a saoulé, c'est bon. C'est difficile quand on n'aime pas perdre ce jeu. C'est vraiment ça nous remet à notre place sans arrêt quoi. C'est waouh. 2006 là, la série que j'ai dans That's Poker, je joue je sais plus combien, une quinzaine de tournois et je buzz. Après il y a la frustration qui nous gagne, on joue sûrement pas bien, etc. Je vais pas dire que c'était que de la malchance, et voilà, on fait sûrement des erreurs, mais c'est ce qui est difficile à gérer aussi, justement, c'est de jouer tout le temps optimum alors que la frustration nous gagne et que les bad beats s'enchaînent, c'est vachement dur. Vachement dur. Il y a une petite citation, je sais pas si tu la connais, d'Anatole France qui dit le jeu c'est un corps à corps avec le destin. Ouais, beau.
tu vois. Non, je la connaissais pas, elle est très belle. Ben, je te la donne parce que je trouve que c'est en rapport avec notre discussion. Et à propos de citation, j'en ai une autre d'un joueur de poker, mais bon, qui est pas peut-être réputé pour être le plus sharky d'entre nous. C'est Philippe Bouvard, mais n'empêche que c'était un grand joueur de poker. Il dit: le jeu permet de tout oublier, y compris qu'on n'a pas les moyens de jouer. J'aime beaucoup cette citation parce qu'en revanche, le mec est très drôle et il a beaucoup d'humour. Sauf le lendemain matin en se réveillant quand même. Voilà. Le matin en se réveillant, c'est un peu le problème du jeu et de l'amalgame. Alors Philippe Bouvard, j'ai un personnage que je respecte énormément évidemment parce qu'il nous a fait rire pendant des années. Bien sûr. Mais lui, il a quand même tendance à faire l'amalgame entre le poker et le jeu de casino. Exactement. Le poker restant quand même un jeu auquel on peut gagner. Le jeu de casino, on peut pas y gagner sur la longueur. Lui était quand même un énorme joueur de casino. Donc, je sais pas si tu as eu l'occasion de faire des parties privées avec lui, mais c'est un bon client. Hein. J'imagine. S'il joue au poker comme il joue au casino, oui, c'est ça, évidemment. Pour se griser, et il a beaucoup d'argent, c'est le client idéal des gros cash gamers. Hein. Voilà. C'est évident. Est-ce que, je te dis ça, est-ce que c'est un rapport avec toi aussi? Est-ce que tu t'es déjà fait peur financièrement? Écoute, oui, j'ai été broke dans le poker, je vais pas m'en cacher, bien sûr. Ah, j'ai été broke, j'ai jamais voulu me mettre dans une situation trop compliquée en empruntant, etc. Donc ça, je me suis toujours refusé. Moi, j'ai été vraiment pas bien en 2002 quand j'ai perdu beaucoup d'argent en bourse. J'ai fait n'importe quoi en bourse, comme un mec qui se met à jouer, je sais pas, au poker alors qu'il a jamais joué de sa vie ou au bridge alors qu'il a joué qu'à la belote. Enfin, et j'ai voulu je jouais au poker, donc c'était les débuts d'Internet. Poker, je joue un peu sur internet, je boursicotais en même temps sur mon ordi fin 2002 et puis j'ai fait n'importe quoi et j'ai perdu tout mon bankroll en bourse. Voilà. Donc ça m'a fait mal. Derrière je suis parti à New York et je suis remonté. Moi elle est assez jolie l'histoire parce que je suis remonté vraiment. Je suis parti avec à l'époque à New York en 2003 et je suis arrivé à New York et au bout je pensais pouvoir bosser, donc j'étais prêt à me remettre à bosser, soit dans la téloge, dans les clips, tournage de pub, resto, je savais pas ce que j'allais faire. Et puis pas de visa, impossible de bosser. On me dit non, mais si tu veux rester aux États-Unis, faut faire gaffe. Ne prends pas un boulot comme ça au black. Si tu te fais choper, ils vont t'expulser du pays, etc. Ouais. Donc je me suis mis à jouer online, vraiment sérieusement. J'ai commencé à gratter un petit peu, puis perdre. Et je me revois au mois de septembre. J'ai bougé en New York en juillet. J'avais un très bel appareil photo. Et en septembre, j'avais plus de pognon parce que New York, ça coûtait cher. On sortait un peu, on allait dans le resto, on avait un loyer à payer, etc. Et j'avais plus de fric en septembre, donc j'étais obligé de vendre mon appareil photo et ma caméra de l'époque. C'est une belle caméra parce que j'ai toujours eu des beaux appareils photo et des belles caméras. J'ai tout vendu. T'as vraiment plus de blé, quoi. J'étais limite quoi. Donc si je voulais, j'ai tout vendu. Pourquoi? Pour partir jouer à Atlantic City. Donc j'ai vendu ma caméra et mon appareil vidéo, ma caméra et mon appareil photo, et je suis parti à Atlantic City un lundi matin de la 42e rue là à New York dans le terminal de bus avec tous les papiers, les mamies qui ont flambé leur retraite aux machines à sous à Atlantic City, tu vois, où le mec te donne un ticket de buffet dans le bus quand tu rentres pour arriver au buffet gratos en arrivant avec les colliers, avec les cartes qui sont attachées au porte-clés pour pas que tu les laisses dans les machines à sous, etc. Enfin, le truc vraiment glauque. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et je suis parti fermement parce qu'il y avait une série de tournois, je sais plus dans quel casino, Atlantic City. On doit pouvoir le retrouver parce que je crois que sur un mob j'avais fait un petit résultat, mais bon, peu importe. Et donc, et voilà, et je suis revenu et j'avais gagné 5-6 000 $ dans la semaine. J'étais resté 4-5 jours là-bas et je suis revenu à New York, j'étais comme un fou, quoi. Et j'ai remis 4-5 000 $ sur Internet et je suis remonté avec ces 4-5 000 $. Et je suis là aujourd'hui grâce à ça, quoi. Pas mal. Ça, c'est beau. Donc l'histoire, cette histoire-là est assez chouette, en fait. Quand plus je m'en rappelle, et plus je me dis, c'est quand même, c'était couillu, mais j'avais pas de choix, en fait. J'avais pas le choix, il fallait que je gagne. Et ça, c'est encore un élément très important, bizarrement, c'est que quand il faut qu'on gagne, un mec comme David Benjamin, moi je l'enterrerai pas trop vite parce que vous allez voir, le mec c'est un bouchon et s'il faut qu'il gagne demain, s'il a plus beaucoup de pognon en ce moment, je l'ai un peu perdu de vue ces temps-ci, David, mais s'il faut qu'il gagne, il va gagner, David, c'est un gagnant. Bon après je sais pas dans quel pétrin il s'est peut-être mis, j'en sais rien financièrement, je sais pas avec full tilt tout le bazar. Voilà, c'est ça, on n'en sait rien et puis on va pas porter de jugement là-dessus. Voilà, j'en sais rien, je veux dire, ça me dépasse. Il a été dans des, il faut bien voir aussi que David il a été dans une division qui m'a un petit peu dépassé là pendant des années, donc c'est un peu, on s'est peu éloigné parce que un peu éloigné. T'as vu les sommes qui jouaient? Non mais voilà. Attends. Il y a personne qui pouvait suivre ça en France.
Voilà, donc Voilà. bon, mais je le enterrerai pas trop vite parce que David, c'est un mec quand il a besoin de gagner et comme moi, enfin, je veux dire, on a une volonté à ces moments-là, on est capable de trouver des ressources, de puiser des ressources très très fort. La niaque Voilà. du Et gagneur. ce qui est en même temps le problème inverse, c'est quand on a moins besoin de gagner, on a moins la niaque. Et David, il a eu ce problème-là aussi. Ouais. Et je l'ai parfois et je lutte. C'est l'un de mes. On peut mes- s'embourgeoiser au poker alors. Exactement, parce qu'on peut se décider. Regarde-moi les 6 mois qui ont suivi mon bracelet. Alors oui, j'ai pas run très good, mais les 6 mois bon, j'ai fait un truc à l'Epic, mais après à l'Epic, j'ai gagné quand même un gros truc. Mais justement, ça a fait un deuxième. J'ai pris le bracelet, j'ai gagné 300 000 à l'Epic. Début septembre, j'étais le roi du pétrole. Et ben de début septembre à février, j'ai fait 0, j'ai rien fait. Et j'ai fait 25 tournois sans faire un cash, qui m'était jamais arrivé de ma vie, je crois. Ouais. Tu vois. Et je pense que, comme tu l'as dit, je me suis un peu embourgeoisé. Je me suis dit, ouais, bah, c'est cool. Allez, je vais relancer avec tous les valets 10 et les machins. Et puis, je vais 3 bêtes les mecs dans tous les sens. Et puis, machin, et puis truc. Et puis, ça va passer tout seul, tu parles. Ouais. Que dalle, j'ai plus fait un résultat. Ouais. Donc, on a tendance c'est ça les dangers aussi. C'est que quand on est en haut, on est toujours en danger de se dire, enfin, de rien se dire, justement, de se dire, si on a tout compris, on a mieux compris que les autres, donc allons-y, on relance toutes les mains, machin. Et finalement, c'est quand on est dans une situation un peu middle, enfin moi en tout cas, quand je suis dans une situation un peu, bon, il faut que je gagne, ou j'ai vraiment un vrai objectif, ou c'est pour ça que c'est très important de se mettre des objectifs, et c'est là-dessus que j'ai vraiment progressé moi, c'est que je me mets des objectifs. J'oublie l'argent que j'ai ou que je n'ai pas, c'est un objectif de résultat, et c'est comme ça que qu'on arrive à escalader des montagnes, quoi, parce que c'est une vraie montagne à escalader un tournoi de poker, c'est un Everest. Oh, elle est belle. Oui, oui, elle est belle parce que Everest, on peut en parler si tu veux. D'ailleurs, bon, évidemment, t'es sponsor. Ouais. T'es sponsor. Voilà, tiens, ça le fait retour, le retour de Google qui a enfin trouvé autre chose à faire. Salut mon Google. Allez, donne-lui un petit truc à manger. Alors, Everest, ça peut nous faire un enchaînement. On n'en a pas parlé. On a parlé que de live là avec le poker online. Ouais. Le poker online, tu es sponsor par Everest. D'abord, est-ce que dans ton contrat, tu dois jouer online ? Oh, je joue, moi, ça, online. Alors ça, je vais en pas de mal à- profiter. J'en profiter parce qu'il y a une question de Sousboy. C'était un de nos Parce qu'ils aiment jouer avec moi online, hein, c'est ça. Ouais, ben lui, il grind les MTT aussi. C'est un jeune shark de MTT qui joue très bien. Et alors, donc, il te pose la question, est-ce que tu joues online? Et si oui, penses-tu avoir un réel edge sur les gros buy-in tant le niveau entre le live et les MTT online est différent? Et il dit thanks et GG pour ta carrière. Bon, tu vois, c'est direct comme question. Il a pas osé l'écrire, mais en gros, est-ce que t'es pas un peu dépassé par les jeunes online? C'est un peu Online, l'éternel. alors je rejoindrai toujours pareil, c'est quand j'ai envie de bien faire online, je fais bien. Ouais. Le seul truc, c'est que je joue online de manière très très détendue, souvent le dimanche à la maison, entre 2 tournois. Et c'est vrai, et pareil, je suis un peu embourgeoisé parce que je joue des buy-in à 140, 144, je sais plus, le Big Prime, le 50 rebuy, des tournois comme ça sur Everest. Ou des fois des grosses séries de tournois sur d'autres softs, mais bon, c'est des plus petits tournois, donc et quand je joue en cash game, je fais attention, comme je sais que je vais me détendre et m'amuser, je fais attention à pas jouer trop gros parce que je joue pas très bien, voilà, parce que je m'habilite pas à jouer très bien. Si tu me mets demain dans une 100-200 à Macao avec des milliardaires et qu'il faut que je gagne ma vie, je vais jouer le jeu qui va être gagnant avec ces gens-là. Maintenant, quand je joue des petits trucs, donc c'est pour ça que je disais, ils ont envie de jouer avec moi online sur Everest, parce que je sais que sur Everest, tu vois, les jetons sont pas bloqués quand ils sont chez moi, quoi. ça gamble. D'accord. Donc c'est bien, c'est bien. Voilà, mais je tiens pareil, c'est dans mes objectifs. Il faut que je m'applique et que je redevienne un joueur gagnant online sur le long terme, que je ne suis plus aujourd'hui parce que je suis plus un gagnant online. Et je l'ai été pendant des années, puisque de 2003 à 2006, j'en ai vécu vraiment. Bon, le niveau était plus faible probablement aussi, mais bon, il fallait quand même évoluer avec le niveau qui augmentait quand même d'année en année, et voilà, et donc j'ai comme objectif de me remettre et peut-être de jouer des plus grosses parties online. Everest, on est en train de faire un gros boulot sur Everest Poker là, sur toutes les structures de tournois, sur les buy-in, sur les schedules de tournois, sur les programmes de tournois. Je sais pas, pour ceux qui y vont en ce moment là, j'aimerais bien avoir des échos d'ailleurs qui me disent ce qu'ils en pensent. Ils ont peut-être pas encore été tous mis en place, mais je pense que pas mal sont déjà mis en place sur le .fr notamment, et il y a vraiment eu des efforts de fait sur les structures, les payouts. Je crois qu'on a l'offre de payout et de structure. Je vais prendre un risque en disant ça, mais je pense qu'il n'est pas très gros le risque parce que je suis assez sûr de moi. On a probablement la structure de payout la plus moderne l'offre la plus moderne de toute l'offre online aujourd'hui. Ah bon, alors écoute, parce que
Bah oui, parce que si on prend les offres de PS, enfin, je veux dire par exemple, ou d'autres gros réseaux, bah finalement c'est que des offres qui sont faites pour que l'argent tourne entre les joueurs et puis que la grande râpe à fromage en haut fasse son travail et bon, alors c'est pas très tellement pour critiquer les concurrents, c'est juste pour ouvrir les yeux aux joueurs. Ouais. On peut pas faire un tournoi et quand on met $10 récupérer $11,20 au bout quoi. Pour le premier ITM, c'est pas normal. Ouais. C'est pas et quand on a joué 4 heures, c'est Là, pas c'est bien. le système des pay-out, évidemment. Ouais. Donc bon, le système des payouts, je pense que celui qu'on a mis en place est super moderne. Et voilà, il faut pas se laisser faire non plus parce que c'est là-dessus, il faut réagir. C'est bien d'envoyer des emails au support d'un site pour dire on n'est pas content sur le payout, on trouve que c'est pas bien, c'est pas adapté. Quand on n'est pas content, et on a vraiment merci Everest d'avoir été à l'écoute des joueurs, Sandrine à Boston, toutes les équipes, Rich, tous ces gens-là qui sont des amoureux du jeu et qui ont compris. Et moi, je me considère comme un amoureux du jeu aussi. Enfin, j'ai pas besoin de l'expliquer. Je pense de me justifier là-dessus. Je pense que tout le monde le voit. Je suis un vrai défenseur du jeu, amoureux du jeu, et j'aime que le jeu soit juste et bien fait. Et là, on a vraiment fait les choses bien. Bon, je pense. Voilà. Donc. Alors, je pourrais pas donner mon avis parce que bon, Non, mais c'est. Non, mais j'ai pas de compte. Moi, hein. J'ai pas de compte sur Everest, donc je me serais permis autrement de le donner parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir les structures de tournois, etc. Donc là, j'y connais rien, mais il y a des gens évidemment dans le chat qui jouent et qui ont dû constater ces changements et voilà. Et alors on nous dit tiens oui dans le chat d'ailleurs parce que je vois maintenant excusez-moi parce que je le voyais pas avant hein, j'avais pas mal de trucs à surveiller en même temps. Voilà bon on va pas faire mais ils nous disent la seule critique là, il faudrait peut-être un représentant d'Everest sur le forum. C'est vrai, ce serait pas mal de pouvoir discuter directement avec un représentant de la room. Bien sûr. Mais ça, bon, on va pas le régler ce soir là entre nous. C'est peut-être à réfléchir. Voilà, Absolument. mais entre Poker Stratégie, les administrateurs et Everest, ça serait pas mal, ouais, effectivement. On a une communauté très forte, on a une très belle marque et on a des gens qui sont vraiment soucieux d'apporter une belle offre. Bon, et donc on avait pris du retard, je le sais, on en est conscient, on l'a su, on le sait. Il y avait des problèmes de rachat, de contrat, de technique, voilà, mais on est en train de rattraper, on va rattraper un gap et on va s'atteler à remonter. Ouais, bon bah écoute, très bien. Bon alors là on venait juste de parler. Je peux faire un petit coup de pub parce que j'ai fait mon vas-y, premier tournoi. Je t'en prie. Le Fabsoul spécial dimanche à 19h30 sur Everest. Ouais. C'est un 144 €, 134 plus 10, je crois, si je ne m'abuse. Et c'est un Six Max avec une très belle structure aussi. Et t'as un bounty sur ta tête, je suis sûr. Non, j'ai pas de bounty sur ma tête. Ah bon, rien de. J'ai juste invité 4 ou 5 de mes amis. Donc il y a Lucille Cailly qui a fait la gentillesse de venir. Il y a Hugo Lemaire qui sera là aussi. Ouais. Je vais en oublier. Il y a Claire Renaud qui sera là aussi. Super, et il y a Paul Guichard qui sera là aussi. Ah, Paul Guichard qu'on a reçu aussi. Donc, charmant. On a 4 super invités. Alors deux runner-up de EPT, dis donc. Ouais. Attends, super là. Voilà. J'étais content. Et je serai évidemment là aussi. C'est la première édition dimanche à 19h30, donc venez nombreux, ça me ferait plaisir. Ouais. Bon, si Lucie Caillé est là, Clément Tumi devrait pas être loin, normalement. Ouais. Enfin, j'en sais rien. Je crois qu'il fallait qu'il réactive son compte, je l'ai invité aussi, je l'inviterai une prochaine fois, mais il fallait qu'il réactive son compte, je sais pas. Bon, c'est une petite blague comme ça en passant, allez, c'est pas grave. Bon, quand tu parlais de l'embourgeoisement du poker, c'est marrant parce que j'avais retenu un truc sur ton blog, parce que tu tiens un blog aussi. Oui, j'essaye. Voilà, t'essayes. Je dis pas qu'il est à jour tous les jours. D'ailleurs, le dernier message date du 25 février. Et c'est justement. Ah oui, mais alors ça, c'est parce que j'ai pas dû. Oh là, c'est une erreur de ma part, ça. Parce qu'il y en a un sur la finale de Campion. Oui, mais justement, tu l'as pas mis à jour, ou alors on le voit pas. En tout cas, quand j'ai été, voilà. Et tu l'as sûrement écrit, mais il faudrait qu'on puisse le voir. Voilà. Alors j'ai pris suite. J'ai écrit sur Made in Poker. J'ai dû le sur Made in Poker sans recopier sur. Effectivement, mon blog, tu l'as pas recopié sur ton blog. Oui, c'est bien de me le dire. Merci. Voilà, je te le dis parce que j'ai vérifié justement. Effectivement, c'est sur Made in Poker. Ouais. Voilà. Mais alors donc. Le dernier article, c'était intéressant, parce que qui date justement du 25 février et qui commençait comme ça. Il n'y a pas que les flips, les bad runs et les cartes dans la vie, et encore heureux. On dirait qu'il m'est impossible de gagner un peu d'argent au poker depuis mon bracelet à ma 3e place. Tu viens de l'évoquer là justement. Et ma 3e place, elle est pique. À l'Épique, là, tu as fait 3e et tu avais pris un bon petit chèque. Alors, je me consacre plus volontiers à d'autres facettes du métier de joueur de poker, histoire de me changer les idées et surtout de me lancer dans d'autres activités qui me plaisent. Et là, justement, comme par hasard,
il y a un truc super marrant. Si on va sur Hendon Bob, on voit le 25 février 2012, LA Poker Classic, Los Angeles, premier, Fabrice Soulier. Alors ça, tu vois, c'est la preuve, mais alors, tu vois, par A plus B, bon, c'est un timing parfait. Alors ça, j'avais dû l'écrire avant, et en fait, c'est rédaction, ou c'est qui laissait David à la rédaction, ou je sais pas, ou Steven, qui ont dû le publier le 25 février. J'avais dû l'écrire aux alentours du 20, tu vois. Le 25 février, c'est la date de publication. Tu as pu l'écrire une semaine avant, bien sûr, mais en tout cas, évidemment, si tu avais gagné déjà le LA Poker Classic, tu l'aurais dit. Donc, effectivement. Ouais. Alors, on a l'impression que les choses arrivent des fois quand on s'y attend le moins, quand même. Puis en plus, t'enchaîneras un mois plus tard ta troisième place à l'EPT. C'était le 26 mars. Et donc voilà. Puis t'as même caché, je sais plus où, sur quel tournoi, un petit cash, mais qui était quand même sur un gros tournoi. Enfin bref, voilà. Oui, le Shooting Star, et ça c'est dur, ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur justement pour un bounty. Tu m'en parlais tout à l'heure. Ouais. C'est le Shooting Star, c'est un tournoi à $10 000 l'inscription, un WPT, et on a $5 000 de bounty sur notre tronche. On est une cinquantaine, 45 joueurs avec un bounty sur notre tête. Donc ça, on se fait chasser, mais tout le tournoi, on a l'impression d'être un lapin dans un champ avec des chasseurs partout, quoi. C'est très dur. Donc je suis assez fier d'être arrivé à cacher dans ce tournoi parce que c'est pas facile. Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, sinon, que fait Fabrice Soulier justement quand il joue pas ou qu'il veut changer les idées, quand il a autre chose à faire? Bah écoute, il y a Made in Poker qui nous reprend beaucoup de temps en ce moment. On essaye d'un peu relancer la machine aussi, parce qu'elle s'était un peu rouillée, je dirais, du côté des vidéos, du côté de projets, de renouveau, etc. Donc on essaye de relancer tout ça. Il y a une nouvelle homepage là qui devrait arriver là. Quand je vous dis aujourd'hui, c'est peut-être demain, mais demain ou samedi. Donc voilà, on travaille là-dessus. Moi, j'ai pas mal de projets avec Poker Finder aussi que j'aide à développer parce que je trouve qu'ils ont un super truc, et je les aide à développer l'appli. C'est une appli qui permet de vous géolocaliser, de trouver plein de tournois en temps réel. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup sur l'international aussi. Donc partout où on est dans le monde avec son iPad, on tape je suis là, donnez-moi les tournois, et bing, on a tous les tournois autour, tout le calendrier de tournois qui existe, les buy-in, le montant, l'inscription, les adresses, les contacts. Enfin donc ça, Poker Finder, je trouve ça vraiment une appli super top. Avec la même boîte, c'est Aces aussi, la carte Aces qui permet. J'ai vu ça, qui permet pareil, c'est un portefeuille virtuel. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi parce que moi j'ai souvent le souci quand je partais à Las Vegas. Enfin, là j'ai un peu moins parce que j'ai des sous à Vegas maintenant, mais bon mais sinon c'était comment transporter l'argent, un peu de cash, partir à Vegas avec 15-20 000 $. Bah, c'est compliqué parce que douane, parce que c'est emmerdant, le change, etc. Là, bon, c'est une carte sur laquelle on peut mettre de l'argent et se balader avec. C'est un portefeuille virtuel super pratique. Voilà. Et puis il y a Jack aussi, les vêtements de Jack avec lesquels pour lesquels je suis ambassadeur parce que c'est des vêtements que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est des projets qui vont sortir leur catalogue. On a fait une séance photo super sympa à Lille. J'adore l'équipe, ils sont adorables. Ils font des très beaux produits. Donc voilà, c'est des projets qui me prennent du temps, et oui, ça doit prendre du temps. C'est ce que j'allais dire quand même. C'est prenant tout ça, Puis j'adore Vegas, donc je continue à aller à Vegas. J'habite à Londres, j'ai ma famille dans le sud de la France, donc je voyage sans arrêt. Donc on est très occupés. Vegas, tu y habitais à un moment donné même, non? J'y habitais de 2006 à 2009 à Vegas. Voilà, 2003-2006, j'étais à New York. 2006-2009, j'étais à Vegas. Ça me semblait bien, 2010, Londres. Cool. Bon, alors, le poker français, du moins en live, en tout cas, il se porte plutôt pas mal en ce moment. L'année dernière, bon, et toi, mais il y a eu 4 bracelets au WSOP quand même. C'est quand même extraordinaire, quoi. Cette année, il y a de nombreuses performances dans les EPT. Bon, il y a toi, bien entendu, à Campion. On peut le dire, en plus, il y avait une TF quand même ultra relevée, là. Ouais, celle de Campion était quand même, je plaisantais l'autre jour avec Lucille, mais je lui disais, t'as quand même bien chouetté ta TF. C'est marrant, T'avais Olivier Busquet, là, qui est quand même un redoutable joueur. Il y avait le Hongrois et le Danois, là, qui envoyaient du lourd aussi. Le Danois. Heureusement, il y a quand même 2 mecs qui ont fait 2 énormes erreurs et qui se sont envoyés en l'air un peu trop tôt. Même le Hongrois, justement, qui doit jamais sauter avec son As-3, là, qui a sauté, qui m'a permis de gravir 1 ou 2 places de plus. Mais la table était super relevée. Super dur. J'avais décidé d'attaquer à donf cette table, et puis j'ai pas pu, quoi. Et j'étais trop de répondants, et j'ai été obligé de faire le dos rond un peu. Mais bon, enfin, c'était pas une petite TF de je sais pas, de MTT online à 1 euro, là. On était vraiment avec des joueurs. Olivier Busquet, il a essayé de marcher sur la table, il a pas arrêté, il était fou, lui, quand même. Il a fait des trucs.
Enfin, il est très fort quand même. Hein. Super joueur. Ouais. Alors bon, faut pas oublier non plus un mec que j'aime bien, c'est Kulchen. Ah ouais. Kulchen qui c'était à Madrid, hein, il me semble bien, qui a vraiment montré que c'était un très bon joueur et pas seulement un people égaré là. Il a bien géré son truc. C'était Kulchen qu'on a reçu l'autre fois 20 minutes et on va faire une émission entière avec lui. J'ai hâte de faire cette émission avec lui. C'est pareil, j'ai envie de parler de plein de choses avec lui. Et puis bon, cette semaine, t'en as parlé tout à l'heure, tu l'as évoqué, c'est Lucie Cailly, hein, runner-up à Monaco. Puis alors quel tournoi celui-là aussi. Incroyable. Alors là, Lucille, j'ai joué avec Kulchen. On était à la même table. Non, pardon, elle a pris la place de Kulchen. Ouais. Quand Kulchen était éliminé à Monte Carlo, en fait, il a eu un coup très difficile à jouer parce qu'il aurait été là, hein, Kulchen. On était 140 left en tournoi, Ouais. donc il y avait 96 places payées. Il avait 100 ou 120 000 jetons, ce qui correspondait à peu près à je sais plus combien, une 40 ou 50 blindes à ce moment-là. Ouais. Et je pense qu'il serait rentré dans les places payées, mais il a eu un coup très dur à jouer en bataille de blindes, de dames contre as-roi. Voilà, c'est parti pré-flop. Il a décidé de call avec son as-roi. Il a pas touché les deux dames en tenue. Il a bust, mais et Lucille est venue s'asseoir juste après, quoi. Ouais, donc j'ai joué avec les deux. C'était énorme. Et Lucille, c'est énorme cette aventure. C'est fabuleux. C'est pareil, à la fin, elle était émue, hein, quand même. Hein. Ouais. Et il y avait tout le rail en plus derrière. C'était marrant avec les perruques et tout. C'était rigolo. Bah, moi, j'étais là, j'étais pas loin. On me voit pas avec les perruques. Ah non, on te voit pas. Je t'ai pas vu en tout cas. Ouais. Mais j'étais vraiment proche parce que j'étais juste. Mais je jouais j'avais décidé de jouer 2 gros tournois. C'était le main et le short handed à 5000 à Monaco. Donc j'étais en train de jouer au moment où j'ai fait la bulle, au quasi bulle. Donc malheureusement, j'aurais mieux fait d'aller dans le rail, mais j'étais là devant la scène comme de l'autre côté. Chouette. Beaucoup d'émotions là aussi. Bon bah super. Donc bon, j'en oublie sûrement, mais bon, c'est vrai que le poker il se porte bien en France là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les joueurs français font vraiment jeu égal avec les meilleurs du monde maintenant? Écoute, on est encore moins nombreux, hein. Il faut pas rêver par rapport aux Américains et tout. Il y a vraiment beaucoup de très bons. Les Anglais aussi sont très bons. Les Roumains, il y a des Russes dans tous les sens. Je veux dire, il y a encore pas mal de Nordiques aussi. Il y a encore pas mal de Nordiques. Bon, ils ont des problèmes fiscaux qui les emmerdent aussi. Je dirais, en France aussi, ça a l'air de pas mal bouger, mais espérons que ça se règle assez vite, qu'on puisse rentrer dans notre pays si on a envie un jour et qu'on paye des impôts normalement et pas à 130% de ce qu'on doit ou je sais pas quoi. C'est des chiffres que j'entends aberrant pour ceux qui sont encore en France, c'est très embêtant, mais voilà, que ça devienne normal. Et oui, bon, les Nordiques ils sont embêtés, je sais qu'ils vont pas beaucoup au World Series, mais ils sont très forts, les Anglais sont très forts, les Américains sont très forts et les Français on est là, bien sûr. C'est quand même une très grosse nation poker, la France, donc et voilà, on est là, quoi. Il y a plus de problème. Je pense qu'on est au même niveau, j'espère en tout cas. Et vu le nombre, évidemment, c'est difficile de faire sa place, mais bon, bah là, il y a des bracelets, il y a des finales de PT quasiment tout le temps. Enfin bon, c'est superbe, quoi. Bon, tant mieux, hein, continuez les gars et les filles. Et est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse qui, quand tu le vois débarquer à ta table, tu te dis oh non merde, pas lui là, non. Il y en a de plus en plus, quoi. c'est ça le problème. Tu sais, je racontais l'autre fois, je déconnais. Un mec qui se met en position. Je mangeais avec mes parents, je leur disais, j'ai l'impression, je disais, mais alors les jeunes aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, ils jouent tous comme des robots. J'ai l'impression d'être dans un jeu avec un jeu vidéo avec des zombies qui avancent vers moi. Et il y en a toujours un qui va arriver. Alors, je leur coupe une main, l'autre, je lui tire dans la tête, l'autre, je lui coupe une jambe. Et tu vois, les zombies. Et puis, il y en a toujours un qui continue à avancer vers toi. Tu sais. Et c'est un peu ça, les tournois de poker. Il faut passer à travers tellement de gouttes et à travers tellement de mecs qui sont forts, résistants et qui avancent vers toi, que y en a beaucoup qui jouent bien, quoi. Une énorme concurrence, hein. Ouais, je vois un mec comme Paul ou comme à qui je jouais avec Bazou l'autre jour. Quel âge t'as, Paul? Il me dit j'ai 19 ans. Je fais 19 ans. Bazou, il a 20 ans, hein, c'est tout. Hein. Bazou, ils ont même pas l'âge d'aller au World Series. Je les ai reçus tous les deux, on a parlé, et c'est des mecs super. Hein. À 20 ans, ils ont une tête quand même bien construite. Hein. Ils sont pas là par hasard, les mecs. Hein. Un mec comme Tristan aussi. Clémenceau, pareil, C'est des mecs top à 21 ans, c'est incroyable. J'ai été très impressionné par ces mecs-là, parce que quand j'ai 19-20 ans, je dis mais ils ont quand même, tu vois, les mecs ils sont super vifs, ils ont une pensée. Je te dis, c'est des champions en puissance, ils sont là pas par hasard, c'est des mecs très forts, quoi. Et moi, ça me fait vachement plaisir de voir des jeunes comme ça de 19 ans, parce que je me dis, finalement, alors attends, c'est encore mieux pour moi, parce que je me dis si j'arrive à être en haut, enfin, ou parmi les joueurs qui sont encore au top, parmi ces joueurs-là, chouette, quoi. Donc,
c'est vraiment super. un truc, moi qui Ouais. suis compétitif, Et ouais. pour moi, c'est très fort d'être là. Parce que les Ouais. mecs, c'est des gamers, ils jouent aux jeux vidéo, ils jouent online sans arrêt C'est et ça. tout. Je suis encore là, je me démerde pas trop Mais mal. tu Bon, sais, bah, ça va. j'ai parlé pas mal avec des jeunes joueurs comme ça et beaucoup de joueurs de cash game plutôt que de tournoi. Mais bon, tu prends Bazou, c'est un joueur de cash game au départ, même si maintenant Ouais. il s'est mis au tournoi et il perf parce qu'il perf partout ce mec-là en gros quoi. Mais bon, il perf même en stacking maintenant. mais ça c'est autre chose. Là, il joue des grosses parties à la CF. D'ailleurs, je sais pas si tu dois être au courant. Il est avec Anthony Lelouch. Bon, enfin t'imagines quoi, t'asseoir avec Anthony Lelouch, des gens comme ça, jouer en Dealer Choice ou en Omaha. Déjà, faut quand même avoir le cœur bien accroché et avoir un sacré niveau. Puis bon, il y a de l'argent sur les tables là. Hein. C'est clair. C'est quand même des parties. Bonjour quoi. Et bon, ce mec-là, il tient le haut du pavé avec ces mecs-là. Il a 20 ans, c'est incroyable et c'est un joueur de No Limit Hold'em. Mais tu vois, quand j'ai discuté avec pas mal de joueurs de cash game de ce niveau-là, au départ, c'est tous des mecs de jeux vidéo. C'est ce que tu viens de citer. Et au départ, quand ils sont online, parce que bon, évidemment, ils viennent d'internet. La plupart, ils ont joué avant leur majorité. Ils ont toujours trouvé des petits trucs, évidemment. Mais c'est un compteur de points. C'est pas du blé au départ pour eux, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont complètement dissocié le côté argent. Ça n'existe pas l'argent. Pour eux, Ouais. au départ, tant que c'est pas sorti, d'abord ils sortent pas l'argent, ils sont pas majeurs et tout, tu vois, ils savent pas ce que c'est. C'est un compteur de jeux vidéo et on monte dans les limites comme on monte, tu sais, dans les Alors levels des niveaux, quoi. Ouais, alors exactement. Dans les levels, on accumule des points, mais Ouais. les points, c'est quand même de l'argent. Et ça, c'est une force et c'est aussi une faiblesse parce que il y en a certains, malheureusement, qui n'ont pas le temps de se réveiller avant de tout avoir reperdu, leurs points qui en fait étaient du cash quand même, Bien sûr. et qui repèrent tout et c'est un peu dommage. Donc ça, c'est vraiment, il faut arriver à voir là, et ça fait partie des écueils et de justement le mec Oui. qui aura le plus de maturité là-dedans, qui arrivera à se dire, oula, mais attends, là, il me reste plus que 200 000 sur les 300 que j'avais gagnés. Peut-être qu'avec ces 200 000, j'ai essayé de faire quelque chose et d'en mettre un peu à gauche pour me Oui, parce protéger. qu'il faut pas se voiler la face. On parle de Bazou, de Polo là, mais Ouais. et de quelques autres comme Tristan et tout ça, qui ont la tête sur les épaules quand même malgré tout. Même si au départ ils ont commencé comme ça, hein, c'est un truc un peu virtuel au départ. Après ils s'en rendent compte maintenant. Mais il y en a d'autres hein, qui sont sur le chemin, qui ont cassé les banquerolles et qui se sont pas rendus compte assez tôt que c'était pas virtuel Ouais, et c'est ça. qui avaient du blé, qui avaient la possibilité de monter des gros trucs et qui n'ont pas eu eux la tête assez sur les épaules. C'est un peu dommage pour eux. Bon, en même C'est temps, un milieu qui est vachement difficile dans le poker parce qu'on nous donne l'occasion de flamber sans arrêt. ouais, On nous donne c'est les plus grands clairement, hôtels, les plus clairement. grands casinos, les Ouais, plus grands ouais, restos, les plus ouais. grands voyages. Très juste. Donc t'as très juste. l'occasion de flamber du blé sans arrêt, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est- Ah non, mais c'est un peu, je compare ça un tout petit peu, bon c'est moins, mais un tout petit peu comme l'histoire du rock'n'roll des années 50-60, tu vois. Il y a un peu ce truc, parce que maintenant ça devient des stars quand même, même si c'est plus petit, bien sûr, hein, c'est pas non plus Mick Jagger, hein, je veux dire, un mec qui a gagné les WSOP, mais quand même c'est énorme ce qu'il y a autour, et puis toutes les soirées, tout ça, tu vois, le champagne, les grands C'est hôtels. grisant, ouais. C'est grisant, non mais c'est vrai. T'imagines quand t'as 20 balais, bon à 40 balais, après t'as un peu vécu, tu te dis bon ça va, tout ça, je connais, j'ai envie d'y aller pour m'amuser, mais je peux partir, ça va pas me manquer. Mais à 20 ans, c'est dur de résister, quoi, tu vois. Enfin 20 ans même plus tard d'ailleurs, mais c'est encore plus dur quand t'es jeune, que t'as tout ça qui t'arrive. Enfin c'est un truc extraordinaire, quoi. Hein. Donc ça peut faire perdre la tête, je pense. Hein. Voilà, donc il faut essayer d'arriver à prendre les bons côtés et pas perdre la tête quand même. Mais c'est pas facile. Là, c'est pas facile. Si y avait justement un jeune mec qui arrivait vers toi et qui jouait sur Everest, prenons un site au hasard, tiens, Everest, Ouais. avec les nouvelles structures de tournois dont tu as parlé et les nouveaux payouts qui sont formidables. Boum. Alors, j'espère. J'ai rien à dire. Encore une fois, j'ai toujours pas de compte sur Everest. Je vais peut-être en ouvrir un et puis aller vérifier tes dires. Et puis aller t'affronter sur un tournoi. Je pourrais dire que j'ai battu un champion du monde, nom de Dieu. Il y avait un mec qui arrive et dit bon, moi j'ai fait quelques perfs sur Everest là, j'ai gagné quelques petits tournois et maintenant j'ai envie de devenir joueur pro. Ah, mais ça m'arrive sans arrêt. Ah, ça t'arrive sans arrêt? Ah, mais sans arrêt. Qu'est-ce sans que arrêt. tu Je leur... reçois sans arrêt. Et d'ailleurs, voilà, Ah oui, les gens qui m'écoutent, ça m'intéresse. parce que je peux pas répondre à tous ces gens-là. Dans Je leur dis, mais non, quoi. Je leur dis non. Ouais. Non, mais moi je reçois carrément des emails ou des messages Facebook. Ça fait 2 mois que je joue, j'ai gagné 350 € le mois dernier et 480 le mois d'avant. Voilà, je pense sérieusement à arrêter mon boulot. Tu vois, donc je sais pas. Pour moi, c'est tellement évident de non, surtout pas, quoi. Ouais. C'est non, surtout pas. Gardez ça comme un amusement, comme une passion, comme si vous jouiez au golf et qu'on vous paye un petit peu parce que vous êtes pas trop mauvais.
Mais attention, parce que pour devenir professionnel de golf, regardez où il faut aller. Et c'est un peu ça au tennis, au poker. Mais j'allais dire au tennis aussi, parce que c'est tennis, golf et poker. Je pense que c'est 3 disciplines qui se rejoignent pas mal. Oui, mais sur le mental. Sur le mental, mais alors il y a quand même beaucoup moins de parties chanceuses au tennis ou au golf qu'au poker quand même. Oui, absolument, bien sûr. Mais ça, c'est indéniable. On peut pas battre Federer au golf, au tennis, je vais y arriver. Ou à Tiger Woods. Mais en revanche, on peut battre un Phil Ivey au poker. Oui, ça c'est voilà, sûr. c'est ça. Voilà. Mais bon, il faut gérer le mental quand même. Il y a des mecs qui craquent au tennis. Et j'ai fréquenté beaucoup via Stéphane Matteux, d'ailleurs, que j'ai eu la chance de fréquenter. Qui jouait au tennis, lui, d'ailleurs. Il vient du tennis, Qui vient du tennis, qui était, attention, 270e mondial à un moment, ou 250e, donc il a été très fort. Donc il m'a fait rentrer un petit peu dans le milieu des anciens et des nouveaux, les Nicolas Mahut, les Clément, les Thierry Champion qui sont venus à Vegas. Enfin ça c'est un ancien déjà, mais oui, Thierry Champion était à Vegas, je savais pas. Ouais, d'accord. Il y a 3-4 ans, quand ils sont venus faire des tournois, ils coachaient des mecs à Vegas dans l'équipe de France, etc. Ouais, je me souviens très bien de lui, au tennis, bien sûr. Donc je les avais rencontrés, on avait même échangé quelques balles. Il m'avait fait l'honneur d'échanger quelques balles avec eux, c'était top. Et c'est sur le mental, on a trouvé vraiment beaucoup de similitudes entre les deux jeux. C'est vraiment très proche parce que parfois Stéphane lui-même me dit, moi il y a 1 ou 2 matchs dans ma carrière qui ont fait basculer ma carrière parce que si je les avais mieux tu vois, si j'avais mieux joué, une balle de match qui est une double faute une balle de match qui part en double faute, je rate le truc, le mec gagne derrière et voilà, ça aurait pu faire basculer ma carrière parce que mentalement j'ai peut-être pas été assez fort à ce moment-là, je veux pas mais c'est ces mots donc je me permets de le répéter, mais voilà, et je pense qu'au poker c'est pareil, le mec est pas suffisamment fort, les tournois c'est tellement dur que pour être là au moment où tout va bien se passer, que la chance rencontre le talent, il faut être là à ce moment-là parce que parfois il y a trop de joueurs qui bustent avant d'avoir la chance. C'est souvent David Benjamin qui me disait ça, mais il me disait mais il faut. Alors après est-ce qu'il l'a respecté lui-même à la leg, j'en sais rien, mais j'aimais bien quand il me disait, j'avais écouté et je trouvais que c'était une belle phrase. Il me disait mais il faut se donner le temps d'avoir la chance et c'est vrai parce que il y a des moments où quand on buste trop tôt dans le tournoi, on n'a pas le temps d'avoir de la chance quoi. Donc c'est d'ailleurs Mitterrand lui a tout piqué après, tu te souviens, il faut laisser le temps au temps. Ouais, c'est une phrase de David Benjamin au départ. Mais je sais plus, c'était David qui me l'a dit, qu'il avait repris à quelqu'un ou quoi, on s'en fout, mais c'était c'est des phrases qui... D'ailleurs, David, on parlait de tennis, qui lui aussi vient du tennis, mais il s'était blessé, je crois, il a pas pu... Énorme joueur, David. Ouais, il paraît. Et pas dans le poids, pardon David, mais pour la blague vaseuse, mais c'est un super joueur de tennis, mais tu vois le mec sur un court, et pourtant il était costaud et gros, même là ces dernières années, mais quand il tape la balle avec Gus Hansen ou avec Stéphane Matteux, la balle elle part à 180 à l'heure, enfin j'ai pas tellement la notion de la vitesse de la balle au tennis, mais ou 150 à l'heure rasante sur le filet en coup droit, c'est monstrueux. Il est monstrueux, il paraît que c'est un mec énorme. Voilà. D'accord. Fabrice, est-ce que tu te vois encore jouer au poker quand tu auras les cheveux blonds? Une carrière à la... J'ai déjà un peu les cheveux blonds. Ouais, mais une carrière à la Doug Bronson, par exemple, de mecs comme ça. Bah écoute, pourquoi pas, il faudrait juste que j'arrive à le prendre un peu moins intensément, parce que je pense que sinon je vais me faire un arrêt cardiaque avant. Donc je travaille là-dessus, c'est vraiment l'aspect du jeu sur lequel je travaille le plus, essayer de respirer, je fais beaucoup de yoga, là pendant les World Series, j'ai un programme avant les World Series, de détente, de yoga, de assez intense, parce que c'est pour moi l'un de mes leaks principaux. Et si j'arrive à arranger ça, ça sera énorme. Donc voilà, beaucoup de... Et là tu travailles avec un coach alors? J'ai travaillé toute l'année dernière pendant les World Series avec une nana qui était à Vegas et que j'allais voir 5 jours par semaine. Et je faisais une heure de yoga le matin de 10 à 11 juste avant mes tournois, ou un peu plus tard quand je jouais les tournois d'après-midi. Donc ça c'était bien, ça m'a permis de bien avancer. Et cette année elle est plus là, mais je vais retrouver quelque chose et je vais retrouver un cours intense parce que j'ai envie. D'accord. J'ai envie. Bon, très bien. Voilà. Tu sens que ça, c'est vraiment positif. Tu sens les bons côtés de ça. Tu l'as ressenti déjà. C'est positif même dans la vie de tous les jours, d'ailleurs. Le yoga, j'ai ressenti ça aussi. J'ai fait un peu de théâtre à une époque. Le théâtre, c'est pareil. C'est le fait de monter sur une scène comme ça devant des gens qui nous regardent et puis d'en ressortir. Après, on se sent vidé, mais on se sent accompli. Il y a quelque chose, une énergie qui a changé. Et le yoga, c'est pareil. C'est un travail sur l'énergie du corps, de la colonne vertébrale, de tout. Enfin, on se sent bien, quoi. On sort d'un cours de yoga, on se sent bien. On en a chié, on a transpiré, on a mal partout, mais on se sent vidé et bien. Voilà, c'est comme après une bonne séance de sport aussi, mais encore mieux. Le yoga est un vrai truc.
Génial. Un vrai truc. Super. Ouais. Si jamais il t'arrivait, je te le souhaite pas, bien entendu, hein, c'est une situation hypothétique, mais ça t'est déjà arrivé. Mais maintenant, aujourd'hui, ce serait peut-être plus dur. Si ça t'arrivait de te broke, encore une fois, est-ce que tu aurais la force de repartir aujourd'hui? Si tu devais remonter une bankroll, comment tu t'y prendrais? Oh, je m'y prendrais, je pense que c'est plus facile qu'avant. Ah oui? Bizarrement, ouais. Ah tiens. Ouais, parce que c'est pour ça que je savais que ça t'étonnerait quand je te Oui, dis bah ça, oui, mais oui. mais il y avait pas toutes ces parties en 2006 de No Limit Hold'em qu'on voit à Vegas, par exemple. Hein. Mais ça doit encore exister dans les clubs parisiens, même s'il y a de moins en moins de clubs parisiens. Mais il y a plein de parties à Vegas quand je vois les parties du samedi, du week-end, du vendredi, du samedi, du dimanche, où les mecs jouent pour s'amuser, les touristes au Tropicana ou je sais pas où, à l'Imperial Palace ou je sais plus dans quel casino, des petites parties hein, à 100 $ la cave mais dans lesquelles je me dis mais si demain j'ai besoin de manger, je vais gagner mes 200-300 $ par jour quoi. Ah ouais. Voilà bon heureusement il y a de la dead money là-bas facile. Ouais. J'ai pas besoin de le faire aujourd'hui voilà merci mais je me dis mais si j'avais besoin de gagner 200 ou 300 $ par jour, je pense qu'en jouant 3-4 heures par jour sérieux à ces tables-là, je vais les gagner. Donc voilà, ça fait 300-400 $, ça fait 8-9 000, 10 000 $ par mois. Ça va. Ça fait des beaux mois, quoi. Donc, c'est bien. Et oui. Moi, c'est que ce que je conseillerais à certains. Enfin, moi, je sais pas. Moi, ce que j'ai envie de faire, si j'avais 25 ans aujourd'hui, pas trop jeune hein, non plus. Hein, partez pas à Vegas avec votre baluchon sans rien derrière, mais pour essayer peut-être 1 ou 2 mois, ça vaut la peine de partir. De toute façon, on peut pas rester beaucoup plus parce qu'avec les visas, les visas nous obligent à rentrer, mais ça vaut le coup de se prendre un vol et d'essayer d'aller jouer 1 mois et demi à la Rounders, quoi, et de faire les casinos de Vegas. Ouais, la Rounders, de repérer les bons moments. Il y a tellement d'offres poker à Vegas maintenant, mais ça n'existait pas, ça c'est pareil. Il y a 10 ans, mais il y avait trois poker rooms à Vegas. Il y en avait une au Mirage, la Venetian n'existait pas, la room je sais plus, il y avait le Bellagio, il y avait le Mirage, et puis quoi, je sais même plus où je jouais, c'était tout, je crois. C'est ça, il me semble. Et le César, de temps en temps, et même pas, il y avait pas cette série de tournois qu'il y a au César aujourd'hui, donc la poker room, elle est toute récente au César. Donc il y avait pas, alors qu'aujourd'hui, il y a du poker au César tous les jours, au Mirage, à l'Impérial, voilà, donc c'est au Red Rock, tous ces petits casinos, il y a des parties avec la dead money dans tous les sens. Bon, le rake est très cher, le problème c'est que les petits joueurs, malheureusement, quand on est un petit joueur ou un petit montant, le problème c'est que le rake est plus cher, et ça c'est emmerdant parce que le rake est difficile à battre. Alors ça c'est un peu le même problème qu'il y a sur le .fr aujourd'hui, avec les taxes qu'il y a online, sur les petites limites, hein, les toutes petites limites, c'est difficile de monter des bankrolls parce que le rake commence à être dur à battre. Exactement. Donc il faut tout de suite essayer de vite prendre des shots un peu plus haut de temps en temps, puis redescendre, remonter. Ce qu'on a tous fait pendant des mois et des années, ne vous inquiétez pas. Mais il est plus cher que le rec là-bas est plus cher que dans les cercles en France? Non. Ça m'étonnerait quand même, mais déjà pas mal, ça fait longtemps que je les ai pas joués ces petites tables, mais c'est souvent les critiques que j'entends, c'est il faut laisser $1, on gagne un coup à 15 ou 18 $ parce que c'est des 1-2, je sais pas, et puis il faut quand même laisser un $1 au croupier, et puis il y a $1 qui est prélevé sur le coup, donc c'est vrai que sur un coup à 18 €, quand il y a $2 qui ont été prélevés, c'est énorme quoi, c'est du 10% de rake. Enfin, c'est ça, ça fait ça paraît pas beaucoup, mais comme ça, mais sur le long terme, c'est beaucoup en fait quoi. C'est énormément. Voilà. Et ça fait longtemps que tu dis que tu n'y as pas été, non, j'ai pas été joué dans ces petites parties-là. Non, mais par exemple à la CF où tu avais un moment, tu y allais beaucoup. Il y a longtemps, est-ce que tu y retournes de temps en temps? Tu vas faire des tournois ou même du cash game un peu plus cher? J'y retourne pour faire les tournois. Je suis pas suffisamment en France pour aller jouer régulièrement. Et c'est vrai que le cash game, j'y fais une petite donation 1 ou 2 fois par an. Parce qu'en fait, j'y passe, je connais pas les joueurs. Je suis un peu fatigué, un peu en décalage. Pareil, je perds. Ah, chouette, v'là Fabrice. Voilà, chouette, voit Fabrice. Il se frotte les mains et puis je fais ma petite livraison. Je râle un petit coup et je pars. Bon, mais non, mais sinon, bien évidemment, je vais jouer les WPT. Oui, quand même. Je suis allé jouer le WPT National. Là, j'ai fait des 2. Voilà, fin du D2, je buzz, je crois, au milieu du D2. Et puis j'irai probablement faire le WPT à la rentrée là en septembre. Bon, d'accord. Bah écoute, c'est super. Écoute, on va arriver là. Ça fait longtemps qu'on parle. Ouais, c'est ce que tu vois. J'ai pas regardé l'heure, je la regarde en même temps là. Je me dis, on va. Est-ce qu'on a encore des auditeurs ou ils sont tous endormis? Oui, on a encore des auditeurs. Ils sont pas partis. Ça prouve que finalement on raconte peut-être pas trop de conneries. On va conclure évidemment, Fabrice, maintenant. Écoute, moi j'ai passé un bon moment. Je discutais tout simplement avec toi. Apparemment, ça intéressait aussi les gens parce qu'ils sont pas tous partis et ils sont même tous restés. Donc ça va. Avant de se quitter.
J'aimerais bien, tiens, mais ça va être compliqué, mais on va voir ton avis. Si tu devais composer une dream team là, mondiale de joueurs de poker, quels seraient selon toi les joueurs que tu prendrais? Alors mondial, hein, mais on va dire allez 5 joueurs. C'est dur, ouais, je sais, ouais. De toute façon, il y a des mecs interchangeables, j'imagine, mais peut-être que tu en as un ou deux sûrs. Elki, Ouais. Jason Mercier, Ouais. Isaac Baron, Ah ouais. que personne va connaître dans cette salle. Si. Ah ouais. Oh, Et, bah, les je joueurs, suis dans cette salle, je sais pas pourquoi je dis cette salle. Ouais. Mais non, parce que c'est un mec qui est. Les joueurs de Et, MTT, les joueurs de MTT le connaissent, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu peut-être. Ah putain, c'est un mec qui a manqué de réussite sur certains trucs, mais pour moi. Et puis probablement Mike McDonald ou un mec comme ça. Je mettrais. Ouais. Et il en manque un. Bah, je me mettrais moi. Attends, Ah, bah voilà. Moi, On n'est jamais mieux servi que par soi-même, moi je dis. Ouais, non, T'as raison. J'ai envie de jouer avec ces mecs-là. Si c'est pas, j'imagine qu'il va y avoir une équipe super costaud en France. Voilà, en face. Et Bah, alors, j'ai bah, envie de faire partie de la compète, quoi. alors, si c'est l'équipe en face, ça serait qui alors, les super costauds, les 5 autres? Ah bah non, mais il y en a plein après. Là, après, il y en a plein d'autres. Je sais plus moi. Mais il y en a plein. Après, Ouais, il y en a Bah, après, plein. on se mettrait toutes les têtes, les anciens full tilt. Tiens, on se mettrait les qui vont probablement signer avec PS dans pas longtemps. D'ailleurs, je les sens arriver. Oui. Mais on se mettrait Negreanu. Enfin voilà, c'est pas ancien full tilt, mais on se mettrait Negreanu, Phil Ivey, Gus, Antonius et Dur par exemple. Bon, les valeurs sûres, ouais. Valeurs sûres. Ouais. Bon, ça va, c'est un beau match hein, en perspective. Bon, Ça, bah, Il y a beaucoup d'hommes quand même. Hein. J'ai pas vu de nanas, et ben hein. c'est ce que j'allais dire, même Ouais, pas, je même sais. pas une petite Claire ou je sais pas. Enfin, Bon, Claire, écoute, non, mais tu sais, je pense qu'il y a des, c'est un jeu difficile le poker. Alors, Ouais. moi, je suis pas forcément toujours à essayer de convaincre Claire, voilà, les gens avec qui je partage ma vie, de continuer à jouer au poker si je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. ouais. Tu vois, c'est, Elle a fait quelques C'est- résultats sympas en tout cas. elle fait quelques super, et je pense que Bah ça oui. joue très bien, mais elle a Bah tellement oui, de bah talent oui. d'écriture, de choses, C'est vrai, tellement c'est vrai. de choses bien à faire dans la Ouais, vie que ouais. de jouer au poker dans des salles avec des mecs et de s'énerver. Ah. Elle le prend très à cœur, c'est une très mauvaise perdante aussi, Claire. Ouais. Prend très à cœur, donc parfois un peu trop. Et donc c'est difficile parce qu'il y a des moments quand je suis seul à râler, ça va, je râle 10 minutes et j'arrête, mais quand on est deux, tu imagines la scène. Bah, en À la tout cas, de l'extérieur, nous, ça nous fait plaisir. En tout cas, moi, c'est vraiment mon nom, ça me fait plaisir. J'ai vu Claire faire 2-3 résultats vraiment sympas, ça m'a fait plaisir. J'ai l'impression qu'elle joue bien, je la connais pas, hein, moi, mais j'ai l'impression qu'elle sait ce qu'elle fait. Comme ça m'a fait plaisir de voir Lucie Cailly, quoi, tu vois. Bien sûr. Voilà, qu'il y a des femmes comme ça qui sortent leur épingle du jeu, c'est bien aussi pour le poker, quoi. Ça fait plaisir, ça met un peu de soleil, un peu de rayon de soleil, tu vois. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Ouais, On est content. Moi, je suis ravi qu'il y ait des femmes dans le poker et des jeunes femmes jolies en plus. Ouais, en plus, elles sont belles, oui. mais clairement. On est loin, le temps où on partait à Las Vegas, où il y avait vraiment, c'est vraiment du mec à 99%, il y a 10 ou 12 ans, c'était dingue, quoi. Ouais, même les filles étaient des mecs, quoi. Même les filles étaient des mecs. C'était que Non, des. il y avait Cathy Libert, je savais pas trop, mais. Cathy Libert je suis qui a. méchant. Ouais, non, c'est méchant. Mais il y en a une qui est excellente, qui fait un peu mec aussi aujourd'hui, mais on peut reconnaître. C'est Vanessa, ouais. Vanessa Sells. Alors elle joue, mais grave. Alors, mais c'est vrai que bon, elle est un peu camionneur, mais bon. Elles ont beaucoup discuté avec Claire, justement, la soirée PS, toutes les deux. J'ai fait, tiens, ma meuf se fait brancher. Bon, c'est marrant, c'est pas une meuf. Mais elles ont beaucoup discuté toutes les deux la soirée c'est PS drôle. à Monaco. C'est assez marrant de les voir. Ah, t'imagines cette histoire, elle te trompe avec Vanessa Sells. Non, mais attends. Ouais, c'est pas super glamour, hein. Ah, bah, carrément pas, quoi. C'est qui ça, Fabrice Soulier, là? Le vieux fantasme, mais non, mais c'est pas avec elle. Ouais, mais merde. pas avec elle, non. Est-ce qu'elle a une petite sœur un peu, on ne sait pas, mais bon. En tout cas, en tant que joueuse, c'est pareil, c'est admirable, hein. Ouais, c'est un bon. Et j'ai ouï dire, mais je sais pas si tu le sais, qu'elle a, il y a quelques années de ça, coaché Ludo Laquet. Écoute, je crois via Internet, hein, c'est ça Oui, sur le net, oui. Ouais, je crois bien, ouais, J'ai effectivement. ouï dire, hein, je sais pas, mais donc j'ai appris ça il y a quelque temps que Ludo Laquet elle a coaché, évidemment sur le net, au départ de sa carrière, quoi. Donc c'est voilà. Bon, en tout cas. C'était un instructeur de je sais plus, un Card Runners ou. Ouais, un truc comme ça, ça, un site de coaching, je sais plus lequel, peut-être Cardrunner ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Bon, Fabrice, t'as vu l'heure là? On est en famille, ouais, bah, on est en écoute, c'était un famille plaisir. ici Je là. t'avais dit pas trop longtemps hein, parce que je suis fatigué, je suis en famille. Et moi puis ils ont aussi, été patients. Ils s'avaient dit, je sais plus, ils jouent au quart derrière. Peut-être une petite belote. Une petite belote, ouais, ça te coûtera moins Mais ils cher. m'attendent là, je les vois. Bon, eh ben écoute, tu nous excuseras auprès d'eux, tu les remercieras pour avoir pris un peu de ton temps. Super sympa. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, c'est le cas en tout cas. Et puis, au nom de toute la communauté, je te remercie beaucoup. Hein. Toute la communauté Poker Stratégie et du poker en général, puisque tout le monde peut
écouter cette émission. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais te souhaiter tout simplement plein de bonnes choses dans ta vie, tout simplement. Merci. Et surtout, Fabrice, good luck au table et que les bad beats t'évitent. Merci à vous, merci beaucoup, Iti. À très bientôt et bonne Merci Poker continuation. Stratégie, à bientôt. Ciao. Et rendez-vous quand même dimanche à 19h30 sur Everest. Everest, c'est dimanche là, hein. Attention. Hein. Ouais, exactement. Dimanche, ok. Allez, c'est parti. Aussi, Ciao. Salut, merci. C'était la Calling Station numéro 80 et à jeudi, si tout va bien. Ciao, ciao. Calling Station. Calling Station. Calling Station.